quelle politique et moyens avons-nous mis en place pour sa prévention? Est-ce qu'ils sont suffisants ou sont-elles adéquates? Et comment faire pour aider les familles à surmonter la douleur de la perte d'un enfant par suicide, etc. Ce sont autant de questions qui nous viennent à la tête, évidemment, quand on parle de suicide. Et pour nous aider à mieux appréhender peut-être les comportements suicidaires des jeunes en particulier, et nous éclairer sur ces causes et ces symptômes, je vais passer sans plus tarder la parole à nos trois experts. Et, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à enrichir nos débats par vos témoignages et vos questions à l'issue de leur exposé. Vos questions, vos observations, vos commentaires sont les bienvenus. Nous avons 2 heures de débat ce soir. Merci. Docteur Goodfellow. Merci, Monsieur le Président. Je pense que vous avez mis le doigt sur beaucoup de choses que je voulais déjà dire au cours de la présentation. Enfin, je vais tâcher d'être clair. Alors, la recherche que je vais vous présenter, on m'a proposé d'intervenir ce soir, et je remercie beaucoup Monsieur le Président de cette initiative et de cet intérêt pour la question de la prévention du suicide. L'opportunité pour moi de présenter les fruits d'un travail qui a duré 7 ans, qui a donné lieu à une publication internationale, enfin, qui a beaucoup intéressé. Voilà, et je pense que oui, le plus on en parle ici, le mieux c'est, plus ça nous donnera des pistes pour avancer vers la prévention du suicide. Alors, je suis psychiatre ici depuis 2012. J'avais déjà étudié un petit peu, j'avais fait mon internat en Nouvelle-Calédonie. Et quand je suis revenu donc pour exercer mon métier de psychiatre, en fait, j'avais déjà la question du suicide m'interrogeait pas mal. Et quand je suis arrivé ici, c'est vrai que je me suis heurté à une résonance, hein, c'est-à-dire que la prévention du suicide, ça intéressait beaucoup, et comprendre le phénomène a suscité un vif intérêt. Et du coup, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a très rapidement financé un projet de recherche. Projet de recherche, en fait, qui, contrairement à d'autres projets, est importé, mais en fait, il est né régionalement. C'est-à-dire que c'est un projet d'enquête qui a été créé par l'Organisation mondiale de la santé, sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé. Il est né dans la région Pacifique et il a été conçu pour les îles du Pacifique très spécifiquement. Donc voilà, c'est un projet donc, dont je souhaite vous présenter très rapidement les résultats. Je voudrais remercier voilà, le Congrès, Monsieur le Président, pour me donner la parole, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les institutions qui ont participé donc, à la mise en place de cette enquête, que sont le gouvernement, donc l'agence sanitaire, le logo du CHS et l'Organisation mondiale de la santé, qui est responsable un petit peu de la méthodologie générale de l'enquête. Et bien sûr, remercier les familles qui ont participé, puisque je vais vous détailler une méthodologie d'enquête qui repose en fait sur la coopération de familles ayant perdu des personnes décédées par suicide, ayant perdu un des leurs. Et donc c'était un lourd travail pour ces familles qui ont passé des heures avec nos enquêteurs, nos enquêtrices. Et voilà, donc je présente un petit peu le fruit de ce travail collectif qui a encore une fois duré 7 ans, qui a donné de nombreux résultats. Donc je ne vais pas pouvoir tout présenter ce soir, je vais être très synthétique et essayer de m'appesantir sur les points importants. On m'a demandé aussi de focaliser l'attention sur la jeunesse, puisque c'est bien sûr un enjeu. Le suicide des jeunes a une forte portée symbolique, il ne faut pas l'oublier, c'est l'avenir. Et la jeunesse qui se suicide, c'est un signe lourd pour une société. Et donc, ça invite à des actions concrètes. Alors, l'enquête, était composée de plusieurs parties, mais je vais vous parler essentiellement d'une qui a occupé bon nombre d'heures de travail, qui s'appelle l'autopsie psychologique, qui est en fait une méthode d'enquête qui est née
historiquement, en fait, c'est une façon de déterminer les causes de décès. Dans certains décès, c'était notamment la police de Los Angeles qui avait utilisé ces techniques-là au début, pour déterminer les causes de décès. On reconstituait l'état psychologique de la personne au moment du décès pour savoir si oui ou non il y avait suicide. Par la suite, c'est devenu un outil de recherche et de compréhension des facteurs de risque suicidaire, puisque là, on utilisait l'outil d'autopsie psychologique, la méthode d'autopsie psychologique, pour comprendre qu'est-ce qui, dans les cas de suicide avéré, dans les cas de décès par suicide, a fortiori, permettait d'expliquer quelles étaient les causes ou les facteurs de risque, pour rester simple. Donc c'est une méthodologie qui repose sur plusieurs choses. Donc c'est une enquête a posteriori forcément, puisqu'on enquête sur des cas de décès par suicide. Et on essaie de rassembler un maximum d'éléments déjà sur le plan médical, de ce dont on dispose, des procès-verbaux de police, etc. Donc on récupère un maximum d'informations. Mais le gros du travail, c'est bien entendu l'entretien auprès des proches qui dure entre 2 et 4 heures, un entretien quand même d'autopsie psychologique. Donc c'est un gros investissement en temps et un gros investissement, encore une fois, émotionnel pour les familles qui ont perdu un des leurs. Auparavant, on se concentrait beaucoup historiquement sur la causalité psychiatrique ou psychologique de la mort par suicide. Et aujourd'hui, plus récemment, la méthodologie d'autopsie psychologique essaie d'incorporer un maximum d'éléments socio-culturels, puisqu'on s'aperçoit, et vous allez le comprendre ici en Nouvelle-Calédonie, que l'influence du socio-culturel est très, très importante. Donc je commence, alors je suis allé directement sur des éléments essentiels, des points de recherche qui sont ressortis. La question qui se posait un petit peu, c'était en quelle proportion étaient touchées les différentes communautés du territoire. Et donc voilà, ici sont présentés 3 graphiques. Alors le premier en haut au milieu, alors les noms sont peut-être pas très, très clairement, mais je vais les dire. Vous avez donc ce camembert qui représente en fait celui d'en haut, au milieu, en haut représente sur l'ensemble de la population des personnes décédées par suicide entre 2014 et 2015, donc ça remonte un petit peu, mais l'enquête s'est focalisée sur cette période-là. On retrouvait donc cette proportion en fait dans des différentes communautés. Donc si on garde en tête, je ne sais pas si vous avez en tête un petit peu la répartition des communautés en Nouvelle-Calédonie, mais si on compare un petit peu aux données du recensement, on voit que toutes les communautés du territoire sont représentées dans les décès par suicide. Il y a un élément qui est quand même important à retenir et qui renvoie à ce que Monsieur le Président nous disait, c'est que la communauté kanak est effectivement plus atteinte, pas de façon majeure, mais c'est 57% de personnes kanak qui décèdent par suicide dans notre échantillon. Et les autres communautés, donc européens, donc nés en ou hors de Nouvelle-Calédonie, ont été regroupés ensemble. C'est un petit échantillon. Là, je suis en train de vous parler. Il y a une quarantaine de suicides par an en Nouvelle-Calédonie. Sur les 2 ans d'enquête, et ceux qu'on a investigués, c'était 75 cas. Donc c'est un petit échantillon. Donc pour faire des statistiques, c'est un petit peu compliqué, parce qu'on a fait tout un tas de sous-analyses. Mais voilà. Donc en gros, et donc la 3e communauté représentée, c'est la communauté métisse. Ça reprend un petit peu les catégories qui étaient le recensement le recensement précédent qui était de 2009, il me semble. Donc voilà, on voit qu'il y a donc une surreprésentation de la communauté kanak dans les décès par suicide en Nouvelle-Calédonie. C'est donc un fait. En dessous, donc, on a séparé ce qui se passait entre les hommes et les femmes, et on voit qu'en fait, la surreprésentation des décès par suicide chez les personnes kanak, c'est surtout chez les femmes, qu'on le voit. Donc voilà. Sachant, alors, j'ai peut-être en voulant aller
un peu trop vite. Il faut savoir, bon, ça c'est des éléments qu'on savait avant l'enquête, hein, que la majorité des suicides intervient entre 25 et 44 ans, que la majorité sont des hommes, 3 hommes pour une femme décèdent par suicide en Nouvelle-Calédonie, donc ça c'est des choses qu'on savait déjà. Et que donc voilà, la majorité intervenait entre 25 et 44. Donc vous voyez que c'est pas forcément un phénomène qui touche la jeunesse exclusivement. Ce sont en fait principalement les hommes en âge de travailler qui décèdent par suicide. Alors justement, en parlant des âges, il y a un phénomène, je pense, pour comprendre un petit peu ce qui se passe en termes de communauté, c'est de comprendre ce qui se passe en termes de tranche d'âge. Vous savez peut-être pas que en fonction des pays où on s'intéresse aux chiffres de suicide, la majorité des cas se concentre autour des 40-50 ans dans les pays occidentaux, on va dire, Australie, États-Unis, Europe, etc. Et voilà. Donc ça, c'est, en gros, si on regarde les chiffres bruts, c'est vrai que c'est un petit peu ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Il y aurait une tendance en Nouvelle-Calédonie sur la population globale que les suicides touchent un petit peu plus les jeunes. Mais si on sépare par communauté, on voit qu'il se passe en fait des choses très différentes en fonction des communautés, en fonction de l'âge. Et effectivement, ce graphique nous montre, vous avez les barres bleues qui sont les cas de décès par suicide chez les personnes Kanak. On voit que les suicides se concentrent effectivement chez les moins de 25 ans. Comparé aux 2 autres communautés qui ont été regroupées ensemble, encore une fois, pour qu'il y ait un poids significatif, où là, on retrouve une répartition un petit peu plus similaire à ce qui se retrouve dans les pays occidentaux européens. Donc il y a une différence importante à ce niveau-là, qui pointe qu'il se passe des choses différentes dans ces 2 populations, dans ces 2 groupes, on va dire, de population. Je change complètement de sujet, mais toujours bien sûr dans l'enquête. On s'intéressait à ce qui se passait sur le plan de la santé mentale. D'ailleurs, une grosse partie du questionnaire interrogeait sur les symptômes. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait... c'est pas des personnes qui étaient forcément connues des services de psychiatrie, qui n'avaient pas vu de psychiatre, qui n'avaient pas vu de médecin par rapport à des troubles psychiques. On a pris toutes les personnes et on a interviewé donc les familles à la recherche de symptômes de troubles psychiques. C'est donc la méthodologie, enfin, c'est un des éléments essentiels de la méthodologie d'autopsie psychologique qu'on a reporté donc, ici. Et donc on voit sans surprise que, donc je vais vous détailler un petit peu, que donc au moins un trou, vous avez la colonne complètement à, alors si je me rappelle bien, le laser est là, oups, non, j'ai fait passer la diapo. Ici, je vais y arriver. La première barre ici, donc complètement à gauche, c'est la présence d'au moins un trouble psychique chez la personne décédée par suicide. C'est un chiffre général, c'est-à-dire que 62% des personnes qui sont décédées par suicide présentaient un trouble psychique, d'après notre enquête. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que c'est une proportion importante, c'est-à-dire que c'est plus de la moitié. Donc les troubles psychiques ont clairement un rôle à jouer dans les décès par suicide, parce qu'en population générale, on n'a pas autant de troubles psychiques. Et par contre, ça veut dire une deuxième chose, c'est que quand on compare aux autres enquêtes similaires qui ont été faites ailleurs dans le monde, il y en a moins. C'est-à-dire que dans les pays occidentaux, là où on a fait le plus d'enquêtes par autopsie psychologique, on va retrouver de l'ordre de 90, 95, voire 98% de troubles psychiques, de personnes souffrant de troubles psychiques chez les personnes qui décèdent par suicide. Donc ce qu'on voit ici en Nouvelle-Calédonie, ce qui est assez inattendu quand même, c'est que le poids des troubles psychiques est important, mais moindre que dans beaucoup des autres pays où on a fait ce type d'enquête. Ce qui pointe vers la causalité socio-culturelle, si vous suivez un petit peu la ligne d'idées. Donc, pour nous arrêter quelques instants, en tout cas sur les troubles psychiques principaux qu'on va retrouver, c'est sans surprise la dépression, donc EDM, donc ça veut dire épisode dépressif majeur. Hop là, je vais y arriver. Épisode dépressif majeur, actuel et passé. Donc si on regroupe les 2, ça représente la majorité des troubles psychiques dans notre échantillon. Viennent ensuite
sans surprise malheureusement, les troubles d'utilisation de l'alcool et les troubles d'utilisation d'autres substances, et notamment le cannabis. Le CAVA aussi a été nommé. Quand j'étais, rapidement une petite anecdote, quand j'ai fait ma thèse sur une enquête en santé mentale qu'on avait faite ici, et une des choses choquantes qu'on avait retrouvées au cours de cette enquête, l'enquête santé mentale en population générale, c'est la surreprésentation des troubles liés à l'alcool et aux substances en Nouvelle-Calédonie, même si on les compare à des territoires insulaires comme les Caraïbes, comme l'océan Indien, Madagascar. Madagascar, c'était des chiffres assez proches, mais ce n'était pas du tout les mêmes époques. En tous les cas, voilà, juste pour vous dire que c'était un élément qui m'avait vraiment choqué à l'époque. Je vous parle de troubles, je ne vous parle pas de consommation, c'est-à-dire que des personnes qui présentent des addictions ou des utilisations dommageables pour la santé ou judiciairement. Et on voit qu'on retrouve donc la participation de l'alcool ici dans ces chiffres-là. Donc voilà. Ensuite, je ne vais pas forcément m'appesantir très longtemps dessus, mais on voit qu'il y a quand même les symptômes psychotiques et associés qui sont, qui pour la plupart, ce qu'on appelle des symptômes de schizophrénie. Et en fait, par rapport à la population en général, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup plus de personnes qui avaient des troubles psychiques dans notre échantillon que dans la population générale, mais beaucoup, beaucoup plus. Quand on compare à la dépression ou à l'alcool, qui sont déjà fortement présents en population générale. Je change encore radicalement de sujet, toujours dans les facteurs de risque. On a cherché donc autre chose. On a balayé un petit peu tous les événements de vie en fait qui pouvaient intervenir dans l'année précédant le décès par suicide. Et donc pour faire très brièvement, les éléments qui sautent aux yeux, c'est les disputes. Disputes sévères. Je parle de conflits avec le partenaire. Alors c'est les partenaires amoureux concubins ou mari, enfin épouse, qui ressortent loin devant, tant et si bien que si on regroupe en fait ces deux, là, disputes sévères avec partenaire amoureux et disputes sévères avec concubin ou époux, on atteint les 60%. Donc je resitue, tout à l'heure on avait 62% de personnes décédées par suicide qui présentaient un trouble psychique. Avec notre enquête, on peut déterminer qu'en fait, les disputes sévères avec un partenaire, ou avec une partenaire en l'occurrence, puisqu'on parle surtout d'hommes décédés ici, ont un poids probablement aussi important que les troubles psychiques. Donc ça, c'est une découverte importante de l'enquête et qui questionne. Enfin, on y reviendra dessus. On a quelques hypothèses pour expliquer un petit peu tout ça, mais voilà, on va avancer un petit peu. Et bien entendu, la séparation. Alors ça, par contre, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu ailleurs, parce que la séparation, c'est un phénomène assez unique à la Nouvelle-Calédonie, que ça pèse autant dans les décès par suicide. On sait que les séparations, par contre, jouent beaucoup, et ça, on le retrouve ici en Nouvelle-Calédonie. Je fais très très vite. Donc, et là, du coup, j'en suis déjà au résumé du résumé. Donc je reprends 40 décès par an à peu près en Nouvelle-Calédonie, les 25-44 ans. C'est l'arme à feu, j'en ai pas parlé, mais on a une particularité locale en Nouvelle-Calédonie avec les États-Unis, un triste record de décès par suicide par arme à feu, même dans les autres îles du Pacifique, l'Australie compris, c'est du jamais vu. Enfin, c'est un homme sur deux, c'est une personne sur trois qui décède par suicide avec cette méthode-là. Donc il faut faire attention à son arme à feu, c'est sous clé. Ça sauve des vies et c'est prouvé. Donc, population kanak touchée de façon plus importante et bien sûr la part des jeunes qui est plus importante, comme je le disais. Alors bon, ça c'est un tiers des personnes qui sont connues du CHS, donc ça c'est plus pour nous en tant que professionnels, c'est important de savoir. Bon, la minorité, c'est quand même une minorité, mais c'est quand même un tiers. Donc on a du travail en tant que psychiatre au CHS pour la prévention du suicide. C'est ça en gros que ça veut dire, avec surtout les problèmes de schizophrénie. Donc, troubles psychiques, ça c'est ce qu'on retrouve dans l'enquête.
La dépression en premier, l'alcool, les autres substances et les troubles psychotiques, surtout, alors ça j'en ai pas parlé, mais les troubles psychotiques sont un facteur probablement de risque, surtout chez les populations kanaks. Mais bon, ça c'est vraiment des choses un peu plus compliquées et détaillées que je ne vais pas forcément avoir le temps de vous présenter tout de suite. Les conflits et violences de genre, bien entendu, sont importants. Alors, je dis violence parce qu'en fait, on a retrouvé des antécédents de violence chez 44% des personnes qui sont décédées par suicide. Donc c'est encore une fois le poids de cet aspect conflictuel avec partenaires amoureux et dans la famille qui joue encore. Très rapidement, j'ai beaucoup de recommandations, il y a un rapport entier de 180 pages avec de nombreuses recommandations, mais pour faire très très bref, perfectionner le système d'enregistrement des comportements suicidaires. Un observatoire du suicide, c'est important pour connaître le phénomène et connaître l'impact des mesures de prévention, de savoir qu'est-ce qu'on fait. Il faut mesurer de façon très précise parce que l'OMS estime qu'il y a quand même une sous-déclaration des cas de suicide dans le monde. Et en Nouvelle-Calédonie, a fortiori. Restreindre l'accès ça je le dis à chaque fois que j'ai l'opportunité, restreindre l'accès aux moyens, les armes à feu, c'est sous-clé. Donc ça, c'est assez simple. Il faut vraiment faire quelque chose par rapport à ça. Développer un programme de prévention et de promotion de la santé mentale en luttant contre la stigmatisation des personnes souffrant de troubles psychiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, les psys, on fait peur. Avoir un trouble psychique, c'est pas nous, c'est les autres, c'est les fous. Je vais pas voir de psy parce que c'est vraiment... ils vont m'enfermer. Là, il faut briser un peu les icônes. Là, il faut rentrer... Bon, c'est universel, cette peur de la folie. C'est pas qu'en Nouvelle-Calédonie, mais il faut vraiment démocratiser la santé mentale. C'est très important. Et on a vu à quel point elle peut jouer dans la mortalité par suicide. Et bien entendu, programme de prévention de la violence conjugale intrafamiliale et intégrer dans ces programmes de prévention de la violence familiale la prévention du suicide, y compris pour les auteurs de violences. C'est absolument fondamental. Oleti Acharwach. Merci beaucoup. Merci, Dr Goodfellow, pour... les résultats de cette enquête, certes rapide, mais je pense que dans le débat tout à l'heure, vous aurez l'occasion de revenir sur certains éléments. On va poursuivre ces interventions avec Patrice Godin, qui est donc maître de conférence en anthropologie à l'université. Oui. En écoutant le Dr Goodfellow, j'ai décidé de changer un peu ce que j'avais envie de vous dire. Bon, ça sera à peu près la même chose, mais de façon un peu différente. Si vous allez aujourd'hui... un mariage à Yingen, vous allez avoir une coutume au moment du mariage qui va être constituée de 3 tas de richesses principaux. Je donne leurs noms de chaque côté. Du côté des maternelles, il y aura pour donner la femme, donner le panier à provisions et payer l'eau et le feu. Et de l'autre, donner l'eau et le feu. Et de l'autre côté, on paiera la femme, on paiera le panier à provisions et on paiera l'eau et le feu. Cette coutume de mariage, qui est présentée comme une coutume traditionnelle, est en vérité une création récente. Une création qui s'est faite sous la pression essentiellement des missionnaires, missionnaires protestants et missionnaires catholiques, qui avaient trouvé dans le mariage tel qu'il était célébré à Yingen quelque chose de profondément scandaleux. De quoi s'agissait-il? Dans le mariage à l'occidental, on se marie et éventuellement on a des enfants. Dans la société kanak, on se marie avec ces coutumes-là parce qu'on a des enfants. C'est-à-dire que le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme pour faire des enfants. Et si cette union réussit, alors on a une cérémonie qui est une cérémonie de mariage qui va définitivement faire que les liens vont être consacrés. Donc autrefois, on n'avait pas une cérémonie de mariage de ce type-là, mais on en avait 2. Une fois qu'il y avait accord entre les clans pour faire qu'un homme et une femme puissent vivre ensemble, on avait une cérémonie où la partie qui est dite panier à provisions
était apportée par la femme avec son clan chez le mari pour qu'ils puissent vivre maritalement et faire des enfants. Et ils vivaient longtemps, souvent, ensemble, et on espérait, bien entendu, puisque la notion de panier aux provisions était une promesse de donner une descendance, on espérait que cette descendance allait avoir lieu. Si malheureusement ça n'arrivait pas, il y avait à ce moment-là une séparation. Le clan du mari, du futur mari, amenait la femme chez elle et disait, voilà, on va se séparer. Il n'y avait donc pas de divorce dans la société kanak. Il n'y en a toujours pas pendant très longtemps. Il va falloir attendre Nidosh Neslin pour que le divorce soit reconnu. Mais on avait la possibilité de se séparer si on ne s'entendait pas, s'il n'y avait pas d'enfants. Et s'il y avait des enfants, alors à ce moment-là, alors qu'ils étaient grands, on en avait déjà plusieurs, on venait faire une coutume pour demander la femme définitivement pour qu'elle passe dans le clan du mari. Et bien entendu, on donnait l'eau et le feu, et l'eau et le feu, ça voulait dire remercier pour la vie qui avait été donnée. Pour l'eau, le sang, le feu, le souffle, l'esprit qui avait été donné. À partir de ce moment-là, effectivement, le couple était définitivement lié. Bien entendu, quand les pasteurs, les missionnaires sont arrivés, ils ont trouvé ça totalement scandaleux, et ils ont décidé que ce n'était pas possible. Et donc, on a décidé qu'il n'y avait plus qu'une seule cérémonie de mariage, avec tous les effets pervers que vous pouvez imaginer. D'abord parce que, souvent, les couples se formaient en fonction des clans, qu'il n'y avait pas forcément de relation d'amour au sens propre du terme. C'est l'avenir, l'amour, il venait au fur et à mesure de la vie commune, au fur et à mesure qu'on construisait quelque chose ensemble. Et puis, bien entendu, il n'y avait pas de divorce. C'est-à-dire que des gens se sont retrouvés, grâce à ce mariage-là, emprisonnés dans des mariages avec des gens qui ne connaissaient pas forcément bien ou pas du tout. Et puis ils se sont retrouvés, bien entendu, complètement enfermés puisqu'il n'était plus possible de divorcer et que c'était interdit de divorcer. Et puis, on n'a pas simplement fabriqué une nouvelle forme de mariage en enfermant les gens dedans. On a effectivement aussi complètement reformaté l'organisation sociale avec les règles de respect entre les hommes et les femmes, entre les aînés et les cadets, etc. On les a enfermés à la fois dans les réserves, les tribus, puis dans une sorte de cellule familiale. On a inventé la famille. Il y a John Passa qui est là, qui a beaucoup écrit et parlé sur ce sujet-là, l'invention de la famille, qui est une modification complètement des modes de vie et des choses comme ça. Ça, c'est un point absolument essentiel. La colonisation, l'évangélisation ont modifié de fond en comble ce qu'on pourrait appeler l'économie des relations entre les hommes et les femmes dans ce pays, mais aussi entre les hommes et la terre, entre les hommes et leurs chefs. Et donc ce désordre-là est un désordre absolument considérable, dont je pense que, sauf à être soi-même kanak, on a du mal à mesurer l'ampleur des désordres qui ont été donnés. Et c'est d'autant plus grave et inquiétant que, bien entendu, comme vous le savez tous, parce que alors là, ça a été répété, la relation sociale, c'est fondamental dans la société kanak. On ne vit que de relations. On est un être relationnel. Son esprit, son sang est donné par l'oncle maternel et la mère à la naissance. Le nom qui vous raccroche à un clan et à la terre est donné par le père. Tous ces éléments-là sont des éléments qui constituent votre identité en tant que telle. Or, si bien entendu, à un moment donné, il y a des problèmes dans les relations, ces relations risquent de casser, mais pas simplement la relation qui va casser. Tout ce qu'il y a derrière avec les gens qui ont porté cette relation et qui ont aidé à la constituer, et par là même aussi votre propre identité. Il y a des contes absolument épouvantables qui existent un peu partout dans le nord de la Terre, où c'est l'histoire qui raconte qu'il y a une mère qui garde son enfant, le père qui s'en va, en disant « tu peux tout faire, sauf donner de Staro, par exemple, à mon enfant ». Et puis le père s'en va, il part à la chasse, et puis tout le monde
entend les pleurs de l'enfant et la mère donne à manger à l'enfant jusqu'au moment où il n'y a plus rien à manger que le fameux taro. Et alors, elle fait cuire le taro, le père revient, il dit « Ah, je t'avais dit qu'il ne fallait pas faire ça ». Il se met en colère, la mère dit « Puisque c'est comme ça », hop, elle prend l'enfant et elle s'en va avec son enfant sous le bras. Et le père dit « Reviens, reviens ». Il dit « C'est ton enfant que tu ne veux pas ». Elle arrache un bras, un deuxième bras, une jambe, etc. Puis en fait, elle se suicide à la fin de l'histoire. Bien entendu, il s'agit d'un conte. Ce n'est pas une vérité, il n'y avait pas d'infanticide de ce type-là dans le monde kanak, mais un conte qui vous raconte que les personnes sont des liens, sont des relations. Donc si vous prenez ce qui a été dit sur le fait que finalement c'est peut-être moins les problèmes psychiques que des disputes sévères, des conflits, des séparations qui sont là dans un monde où les relations sont brouillées et en même temps elles continuent à avoir la valeur que vous avez, vous commencez à sentir qu'il y a peut-être une réflexion à avoir sur la manière dont aujourd'hui encore on construit les relations dans ce pays et notamment dont le monde kanak peut gérer ces relations parce que là il y a un certain nombre de problèmes. Les anthropologues, les sociologues ont travaillé sur le suicide depuis très très longtemps. Ils n'en livrent pas des explications, ils livrent ce qu'on appelle des corrélations, c'est-à-dire ils mettent en évidence le fait qu'il y a entre certaines formes de culture, entre certaines organisations sociales, des liens, des corrélations entre ça et la cohésion sociale, par exemple. Et on sait très très bien que les problèmes de cohésion sociale, c'est Durkheim qui dit ça dès 1887, en fait, c'est cette cohésion sociale qui permet de voir qu'il y a des taux de suicide qui sont plus ou moins élevés. Plus la société manque de cohésion, ou plutôt moins elle a de cohésion, plus il y a des risques sociaux pour que le suicide, d'une certaine manière, devienne fasse sens pour un certain nombre de gens. Ce n'est pas la cause du suicide, mais c'est ça. Alors, quelles sont ces sociétés elles-mêmes? On peut en mesurer un certain nombre. La première, bien entendu, ce sont les sociétés les plus inégalitaires, celles où les écarts entre les plus riches et les plus pauvres vont être là, parce que dans ce cas-là, d'une certaine manière, les inégalités réelles à l'intérieur de la société ne font plus sens, elles perdent du sens. Et donc, perdant du sens, elles perdent de la cohésion sociale. Et donc, ça donne non seulement des suicides, mais aussi toutes les formes de violence qu'on peut imaginer. Et à la différence peut-être des typologies psychologiques, j'aurais tendance à dire que toute forme de violence est un peu une violence contre soi. C'est-à-dire que je pense que peut-être que l'alcool et les stupéfiants vont amplifier les effets de suicide, mais je pense que quand on se laisse aller à l'alcool, quand on se laisse aller aux stupéfiants, c'est déjà une forme de suicide. Et que quand on tape les femmes dans sa société, c'est déjà aussi une forme de suicide. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va plus, et que là, il y a donc une perte de sens sur les hiérarchies qui peuvent exister à l'intérieur de la société, et qui est un premier élément. Le deuxième élément, c'est bien entendu aussi la faiblesse de l'accompagnement de la jeunesse. Parmi les grandes transformations qui ont transformé le monde océanien, et pas simplement le monde kanak, il y a le fait que les religions, pendant un certain temps, se sont, je dirais, substituées aux autorités coutumières. C'est-à-dire que si vous regardez, par exemple, les coutumes qui ont lieu aujourd'hui encore, il y a les coutumes pour les naissances des enfants, parfois pour un certain nombre de gestes, mais après, les coutumes liées à l'accompagnement de la jeunesse, toutes les formes d'initiation qu'il pouvait y avoir, de socialisation de la jeunesse, tout ça a disparu. Ça a été remplacé par les religions, puis quand les religions n'ont plus fait leur effet, alors à ce moment-là, on a créé des formes, on a fait faire du sport ou des activités socio-éducatives, mais quand elles ont perdu aussi leur sens, on se retrouve en s'apercevant qu'il y a une part de la jeunesse qui aujourd'hui est complètement déboussolée, et on voit bien que dans le monde océanien, mais pas seulement, ce problème de l'accompagnement de la jeunesse, la faiblesse des institutions de socialisation de la jeunesse est très très important. Et ensuite, ce que le docteur Goodfellow et aussi président Ouamitan a dit, c'est les sociétés où le changement se fait à pas forcé, à pas de charge, sans que les gens aient le temps de le débattre,
de se l'approprier et d'assumer dans la société. Alors là, vous connaissez tout ça, parce que même les Européens sont victimes de ça quand ils sont face aux grandes institutions comme la FMI, etc. Les systèmes dans lesquels nous vivons font les questions et apportent les réponses. Après, vous faites ce que vous pouvez pour essayer de vous débrouiller avec les questions et les réponses qui sont apportées. Et c'est bien sûr une spécificité insulaire, mais comme le dit le docteur Fellow dans une interview qu'il avait donnée, il parle, lui, de perte, de détachement par rapport à des repères culturels habituels. C'est pas seulement ça, c'est qu'il y a des nouveaux repères qui émergent, des parents à qui on demande de travailler comme des parents à l'occidental. Or, la structure familiale, la socialisation familiale, comme je vous l'ai dit, c'est pas celle qu'on attendait. Donc, il y a véritablement des désorganisations sociales qui sont véritablement importantes, en créant des fossés entre les générations, mais aussi des conflits. Il y a bien entendu aussi les sociétés marginalisées, c'est-à-dire celles qui vivent dans des mondes dits pluriculturels, mais qui n'ont de pluriculturel que le mot, c'est-à-dire où il va falloir attendre longtemps avant qu'on entende parler sa langue, éventuellement à la télévision, alors qu'on sait qu'il y a un train sur 2 à la gare Saint-Lazare, parce que c'est comme ça. On a toutes les informations à Paris, on sait s'il fait beau ou rien, mais par contre, beaucoup de mal à créer effectivement des choses. Et puis il y a les sociétés bloquées, les sociétés plurielles, vous savez, ces sociétés que l'on dit aussi multiculturelles, mais où les clivages culturels, les divisions culturelles, coïncident avec les clivages de classe sociale, les inégalités socio-économiques, et aussi avec les antagonismes politiques. Et quand ça dure un peu longtemps et qu'on ne voit pas très bien où la société va, ce n'est pas forcément quelque chose qui aide à créer du sens. Je pense que l'un des problèmes que l'on a, bien entendu, pour nous les sociologues, c'est qu'on a certainement beaucoup de mal à apporter des solutions aux choses. On peut peut-être aider à penser la complexité des choses et de s'apercevoir que si aujourd'hui, par exemple, il y a ce taux de suicide des jeunes, s'il y a les taux de délinquance qui sont là, c'est pas simplement qu'il y a d'un côté de l'ordre et de l'autre côté du désordre, et puis que le désordre viendrait contester l'ordre, c'est qu'il y a peut-être un ordre de l'ordre et des désordres. C'est-à-dire que tout ça fait sens. Et on est dans des sociétés qui aujourd'hui sont tellement inégalitaires que je ne dis pas que c'est ce qui explique le suicide. Il peut y avoir des gens qui vont réagir à ça en entrant dans la vie sous forme de révolte ou en essayant de sublimer, etc. Mais ce n'est pas forcément évident. Et ça fait beaucoup de victimes. Parmi les victimes qui ont été données, il y en a une à laquelle je voudrais m'arrêter 5 minutes. C'est ceux qu'on a appelés les métis. Ce terme me fait à chaque fois bondir. Qu'est-ce que ça veut dire métis ? Le problème n'est pas un problème biologique. C'est un problème de rencontre entre des cultures, des sociétés. Est-ce qu'elles ont lieu ou pas lieu ? L'année dernière, j'ai une amie, psychologue, qui est décédée dans un accident grave et qui était très très prometteuse. Et on a fait à Paris la soutenance de thèse post-mortem. C'est la seule fois de ma vie où j'ai eu à vivre une épreuve de ce type-là. Elle s'appelait Raina Chossois et elle a fait une thèse très très intéressante sur une certaine catégorie de métis. La catégorie de métis en question, ce sont des métis qui ont comme caractéristique, tahitiens, wallisiens ou kanaks, d'avoir tous été élevés dans leur famille océanienne, généralement le père ou la mère d'une autre communauté étant absent ou en délicatesse à l'intérieur du couple. Et ces jeunes-là, par volonté de montrer que la communauté peut réussissent leur vie. Et la réussissent de façon absolument extraordinaire. Ils réussissent leurs études, ils réussissent leur vie professionnelle, ils ont des diplômes et donc aussi des postes en lien avec leurs diplômes. Ils se marient, ils ont une femme, des enfants. Tout va bien jusqu'au moment où, paf, ça y est, ils pètent un câble, comme on dit ici. C'est-à-dire qu'ils explosent. Et à ce moment-là, ils vont passer à des formes de violence, soit autodestructrices, soit des violences contre leurs conjoints ou les enfants. Et on n'arrive pas à comprendre pourquoi ils sont là. Et la réalité, c'est que,
en vérité, ce qui devrait être considéré comme une sorte d'enrichissement, puisque tout le monde a toujours la main sur le cœur, hein, quand on parle de la diversité culturelle, ça nous enrichit. On ne la fait pas vraiment vivre, mais ça nous enrichit. Et donc, ils devraient être enrichis, ces enfants-là. Eh bien, pas du tout, ils sont divisés par cette réalité culturelle, parce qu'en vérité, on leur demande toujours où de choisir, et en même temps, quand ils apportent un certain nombre d'éléments, ben, on leur fait comprendre que, ben oui, c'est vrai que tu es américanac, mais tu es quand même toujours un peu un blanc. Ben, c'est vrai que tu es ceci, mais voilà. Et donc, on a ces espèces de ruptures, véritable division, et on leur permet pas d'assumer leur propre identité avec la complexité qu'elle a. On leur demande de choisir, et ils sont en vérité divisés. À un moment donné, ils supportent plus ça, et ça peut passer effectivement par le suicide. Voilà, je crois qu'il y a toute une série d'éléments qui sont des éléments importants. Et si je devais essayer de les résumer, c'est la question du lien social. C'est qu'est-ce que c'est que le lien social? Pas les relations sociales, mais qu'est-ce qui fait qu'on est une unité, qu'on fait une société? Et qu'est-ce qui fait que dans un monde pluriculturel, on peut prétendre être une société multiculturelle si, d'une certaine manière, on est tout le temps en train de penser que l'autre est ceci ou l'autre pas cela, etc. Il y a un vrai problème de fond qui est de permettre aux gens de construire leur identité culturelle, de pouvoir fabriquer leur modernité, de la modernité dans le dialogue avec les autres cultures, avec les autres éléments qui sont là, mais il faut qu'il y ait ce dialogue et il faut qu'il y ait cette possibilité qui soit donnée. Quand les jeunes sont dans des sociétés où, pour des raisons X ou Y, j'en ai donné quelques-unes, mais il y en a certainement d'autres, il n'y a pas de véritable, je dirais, voie d'issue, en tout cas elle n'est pas perceptible, alors à ce moment-là, le suicide devient quelque chose auquel on peut penser comme étant une porte de sortie. Forcément, à ce moment-là, c'est un échec de la société qui n'a pas été capable d'ouvrir la porte aux jeunes qui étaient là. Merci de votre attention. Merci pour votre intervention. On va entendre maintenant le troisième intervenant de cette soirée, qui est donc Clément Grochin, président du Sénat coutumier, ancien président du Sénat coutumier. Et quand il était sénateur coutumier, il s'occupait notamment des questions de la jeunesse, de la prévention et de l'insertion. Clément Grochin. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. Il est difficile d'intervenir après l'intervention des spécialistes comme eux, mais cependant, je vais dire simplement, je vais essayer de faire l'approche sur le terrain aujourd'hui, parce que nous constatons que les chiffres qui sont cités m'interpellent. Quand on me dit que sur les 75 cas de suicide, il y a 57% qui sont d'origine de la communauté kanak, c'est énorme. C'est énorme, et je me demande si comment faire pour inverser cette tendance-là. Monsieur Gaudin a parlé de mariage, tout ça. Je ne me marierai pas, ou je suis déjà marié, mais pas selon la méthode de Yengen ou de Mawap. Je préfère me cantonner à celle de Poneriwa, à celle de Païti, qui n'ont pas, des fois, n'ont pas tout à fait les mêmes significations. Voilà, aujourd'hui, je pense que le problème du suicide, le milieu kanak ne peut être dissocié des problèmes de la jeunesse en général. Ça fait partie. Si on regarde les statistiques ou ce qu'on nous donne sur les chiffres de la délinquance, par exemple, et tout ça, c'est lié, quoi. J'ai perdu le fil. Comment...
on a ciblé les causes. On a même cité comme cause la pauvreté, le chômage, la perte d'un être cher, les disputes, les ruptures, les antécédents familiaux, l'abus d'alcool, de drogue, sévices sexuels pendant l'enfance. Voilà, tout un panel de causes qui peuvent avoir causé des décès par suicide. Aujourd'hui, les Kanaks qui sont là, je ne pense pas qu'ils me contrediront si je vous dis que la société kanak est malade. Est malade de tout ce qui nous arrive, comme les problèmes d'addiction par exemple. On n'a aucun moyen, si ce n'est que notre parole, pour freiner par exemple la consommation d'alcool, la consommation des drogues, pour ne pas parler de cannabis, etc. Toutes ces consommations-là amènent des troubles de comportement de nos jeunes et il les met aussi hors de portée de notre parole coutumière, la valeur qui nous guide, nous, parce qu'ils ont l'esprit. On a parlé le docteur parlait de santé mentale, mais je pense que c'est indispensable à quelqu'un pour emmagasiner les recommandations, les messages diffusés par la culture, d'avoir une bonne santé. Et quand santé mentale, je veux dire, en bonne santé en général. Mais ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Je vis en tribu et je vois tous les jours des comportements où ma simple parole n'a plus le pouvoir d'arrêter. Et des fois, on se demande si, voilà, il ne faut pas prendre d'autres moyens, mais ouais, c'est pour dire qu'on est désarmé. On est désarmé devant les situations. Les suicides des jeunes Kanaks, ça m'étonne parce que dans l'endroit où je vis, pendant toute ma vie, quoi, je n'ai pas eu peut-être un cas que je connais dans ma tribu, même dans tout le village de Ponéra. Monsieur le maire, il est là, il me contredira s'il y a quelque chose à corriger. J'ai vu un seul cas. Et dans ce cas-là, on est comme tout le monde. On n'a rien vu venir. C'est un gosse qui vivait normalement dans la tribu, qui participait aux coutumes, qui vivait normalement. Et un jour, voilà, on le retrouve pendu, accroché. Et tout ça pour dire que si on a dit les causes et on a ciblé tout ça, les causes de suicide, comment faire la prévention? Comment prévenir le passage à l'acte? Si on est dans l'ignorance, il est difficile de trouver des moyens de... Et chez nous aussi, il y a certains problèmes qui sont des sujets tabous. Quelqu'un se sent mal à l'aise, c'est pas très bien vu qu'il aille se confier, ou c'est peut-être un aveu de faiblesse, ou c'est un aveu de... voilà, on ne voit rien venir. On voit rien venir. On ne fait que constater les dégâts. Et voilà ce que je pouvais ajouter dans les relations entre je parle de M. Gaudin, parlait de la coutume, tout ça. Là. Il y a chez nous comme l'importance de l'oncle maternel dans les relations sociales, dans l'existence. Chaque étape de la vie d'un
d'un homme kanak. Et est accompagné d'une démarche coutumière vers l'oncle maternel. L'oncle maternel est considéré comme le donneur de la vie, mais aussi le maître de comment vivre. Et M. Gaudin a parlé de plusieurs pratiques qui ont disparu. Et ces pratiques-là se rapportent toujours à l'oncle maternel. Aujourd'hui, on ne donne plus. Un enfant, par exemple, un jeune qui peut passer à l'âge adulte, il lui faut demander la permission à son oncle maternel pour se raser, pour se couper les cheveux. Des choses qui paraissent sans importance comme ça, mais qui reviennent à dire il faut que je passe par mon oncle maternel. C'est lui qui m'a donné la vie. Et de là se poser la question, est-ce que j'ai le droit d'attenter à cette vie? Si on revient là au sujet d'aujourd'hui. Et on n'a pas transmis ces valeurs-là. Je ne m'appartiens pas. Ma vie ne m'appartient pas. Elle appartient à celui qui a donné. Le maternel. Aujourd'hui, il n'y a plus tellement de relations entre les familles et les oncles maternels. Aujourd'hui, il y a un gars de Lifou, il s'est marié avec une fille de Belep. Mais il est difficile d'aller chercher l'oncle maternel à chaque fois. Oui, c'est juste pour un exemple comme ça, quoi. Mais pour dire que cette importance de la parole coutumière de l'oncle maternel a un peu aussi disparu de nos pratiques et de nos façons de faire. Voilà, c'est tout ce que je peux apporter, mais je serai prêt à répondre à d'autres questions si vous les posez. Voilà, merci. Merci à Clément Grochin et aux deux intervenants précédents. C'est le moment où vous pouvez prendre la parole. On peut revenir sur certains points que vous avez entendus, si vous avez des questions ou des témoignages éventuellement apportés. Je vous demanderai de lever le doigt bien haut. Pour ceux qui sont assis devant un micro, il suffira d'allumer le micro. Et pour les autres, on pourra vous porter un micro pour que tout le monde soit bien entendu. Allez-y, madame. Alors, moi, bonsoir. Après avoir entendu tout ça, j'ai envie de poser une seule question. Comment réorganiser ce qui a été désorganisé? Et est-ce qu'on peut faire quelque chose ou est-ce que c'est irréversible? Merci. Alors, voilà une question à laquelle il n'est pas forcément très simple de répondre. Qui veut peut-être apporter des éclaircissements sur cette question? Monsieur Gaudin. Oui, je ne suis pas sûr que je sois la meilleure personne pour répondre à cette question-là, mais il y avait la fameuse phrase de Jean-Marie Thibao qui dit que les choses sont devant soi, pas derrière. Et donc, effectivement, la question, c'est de se donner les moyens de trouver, non pas de refaire la même chose, mais de réinsuffler cet esprit en tenant compte d'un certain nombre de critères actuels. Et il me semble que c'est ce qu'essaye de faire, par exemple, le Sénat coutumier au niveau de la coutume, d'essayer de retrouver des formes contemporaines qui sont là. Alors, elles sont à débattre. Le débat est difficile. Il suffit de penser, par exemple, on a le droit de penser ce qu'on veut, par exemple, de la fameuse charte du peuple lingue. Mais ça devait animer un débat, et le débat n'a pas eu lieu. Voilà. Et ça, c'est assez courant, qu'on fasse des documents et les débats n'ont pas lieu. Donc je pense qu'il y a, oui, il n'y a pas de raison de désespérer. Les sciences sociales, c'est un peu ce que disait Gramsci, on a le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Donc il faut espérer qu'il y ait suffisamment de gens optimistes pour se dire que c'est possible. Je sais qu'il y a des tas de choses qui se font. La société n'est pas morte. C'est une société qui, par contre, a effectivement aujourd'hui rencontre un certain nombre de difficultés. Et
je parle bien de société et pas de communauté, parce qu'il y a aussi cette question fondamentale. C'est bien de parler de multiculturalisme, mais comment, de fait, la société globale assume cette multiculturalité et lui donne les moyens de la faire vivre. Et là, c'est autre chose. Oui, madame, allez-y. Bonjour à tous et merci pour la qualité de vos conversations. Je suis infirmière au Casado, qui est le centre d'accueil et de soins pour les adolescents. C'est un centre territorial, donc c'est nous qui accueillons ceux qui ont eu la chance de se louper. Excusez-moi. J'y travaille depuis peu de temps, mais je travaille depuis 12 ans en psychiatrie et je travaillais également au CHS dans l'unité qui accueillait les suicidaires et les suicidants. La question de l'adolescent, c'est surtout, et vous me direz ce que vous en pensez, c'est qui suis-je? C'est la question qu'effectivement tous les adolescents nous posent. Qui suis-je? Et quand ils viennent nous rencontrer, c'est justement qui suis-je avec mon histoire, mes communautés, parce que je vous rejoins, c'est une histoire de société et pas de communauté. Et c'est comment je vais me construire. Aidez-moi à me construire, parce qu'on vient chercher du soin. Alors, j'ai pas une piste de réflexion particulière, mais je voudrais juste vous partager ce qu'ils viennent nous dire quand ils se sont loupés et qui viennent avec un faible espoir, et des fois même pas d'espoir, avec une envie de ne pas se louper la prochaine fois. C'est de nous dire, mais comment voulez-vous que je vive, moi, avec toute la pression que j'ai sur les épaules? Alors, je vous parle de la pression scolaire, je vous parle de la pression familiale. Comment voulez-vous que je vive avec la violence que je vis au quotidien? Et là, toute forme de violence, hein. C'est celle à la maison, c'est celle au collège, celle au lycée, celle dans la rue. Violence physique, violence verbale, que ce soit les abus sexuels. Enfin, il y a vraiment tout. D'accord? Et surtout, et c'est peut-être là qu'on peut quand même faire quelque chose, parce que je vous rejoins, madame, moi je pense qu'on peut quand même faire des choses. Et j'y crois, et tous les matins quand je me lève pour aller travailler, c'est justement parce que j'y crois. C'est peut-être aider un petit peu tous ces jeunes dans leur reconnaissance de souffrance, dans leur reconnaissance de victime, leur donner des solutions pour tenir le temps que la société les aide aussi à trouver ces solutions, parce que eux, la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est de se suicider, d'accord? Ou alors de se réfugier dans les toxiques, et je vous rejoins aussi, je pense que l'alcool, le cannabis, et ils sont très nombreux à nous le dire tous les jours, mais écoutez, c'est tout ce que j'ai à proximité pour pouvoir supporter ma souffrance. Donc bien sûr, on n'est pas dans le jugement, on essaye de les aider à tenir pour un futur meilleur. Alors, Monsieur Goodfellow, je reviens un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, Dr Goodfellow. Vous parliez effectivement des troubles psychiques, de la schizophrénie. Je vous rappelle, et pour ceux qui ne savent pas, que la schizophrénie, la découverte, c'est 15-25 ans. Donc on est chez ces jeunes. Chez ces jeunes qui se réveillent un matin en se disant « Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'entends des voix, je vois des choses. » Effectivement, prévenir la schizophrénie, c'est peut-être aussi, chez certains, prévenir le suicide. Parce que ceux qui font un raptus anxieux et qui se suicident avec la corde au cou, parce qu'on parle de l'arme à feu, mais chez les jeunes, c'est la corde. Je n'ai pas les statistiques, mais nous, ceux qui malheureusement ne se loupent pas, c'est très souvent la corde. Donc je pense qu'effectivement, on peut aussi travailler là-dessus, sur le dépistage de la schizophrénie, qui effectivement est très fréquent. Je n'ai pas les statistiques là non plus, mais le cannabis aidant, on se doute bien qu'en Calédonie, il y en a quand même beaucoup plus qu'ailleurs. Le besoin d'encadrement. J'interviens là aussi, et là c'est peut-être M. Roque-Mohitan que je vais interpeller, mais quand on voit qu'actuellement on a une diminution des structures d'encadrement pour les jeunes, qu'on a une diminution du nombre d'éducateurs, qu'on n'a toujours pas d'ITEP, je pense qu'effectivement dans une société qui a 30% de sa population qui a moins de 25 ans, il est peut-être temps de faire des choses. Et au niveau hospitalier, on n'a toujours pas d'unité d'hospitalisation d'ados. Nos ados sont hospitalisés au pavillon 7, au pavillon 5, en pédiatrie, on les disperse comme on peut. Je ne trouve pas ça normal parce qu'on a effectivement un pays de 280 000 habitants, un pays qui est en mesure de pouvoir accueillir ces adolescents. Et enfin, je rebondis un petit peu sur tout ce que vous avez dit et je terminerai là-dessus parce que je ne suis pas sûre de pouvoir rester jusqu'à la fin malheureusement, et c'est très dommage. On parle des jeunes, mais les jeunes, ce qui les embête, c'est qu'ils n'arrivent pas à parler eux. Favoriser le dialogue, favoriser la parole. Et là, je m'adresse surtout à la société kanak, où la parole, et M. Godin, vous me direz ce que vous en pensez, et M. Groschin également, n'a pas toujours été facile. On n'a pas le droit, et ils sont nombreux à nous le dire, de dire. Donc j'aimerais partager mon expérience avec vous. Voilà ce que j'avais à dire, parce que ça, c'est du quotidien. Et je voudrais juste attirer votre attention, c'est qu'actuellement, depuis 2 mois, nous vivons une période
de taux de suicide, là je ne parle pas de ceux qui se sont loupés, mais de ceux qui ont réussi, qui est très très importante. Il y a de nombreux cas de suicide chez les jeunes actuellement. Je n'ai pas compté parce qu'on a uniquement ceux qui nous arrivent aux oreilles, mais sur les 2 mois, on en est déjà à 12 qui ont moins de 25 ans. Et ça, ce n'est pas normal. Voilà, je vous remercie. Merci pour votre intervention. Je vous demande d'éteindre votre micro, s'il vous plaît. Alors, il y a des questions pour tout le monde, hein. On va commencer par vous, docteur Goodfellow, sur la question de la schizophrénie, notamment chez les jeunes. Je vais y arriver. Oh, je n'ai pas vraiment entendu de question, c'est un constat. Enfin, on est collègues aussi, et je sais de quoi elle parle, bien entendu. Oui, la prise en charge de la schizophrénie en particulier, des troubles psychiques d'une façon générale, devrait être démocratisée. Donc ça rejoint un petit peu ce que je disais par rapport aux recommandations. Il faut décloisonner un peu les choses et réduire la peur du recours aux soins psy en particulier, mais qui peut être plus général. Enfin, il y a plusieurs portes d'entrée pour venir. La médecine générale en fait partie aussi. Alors, bon, j'ai bien sûr énormément de choses à dire, mais je vais essayer de focaliser un petit peu. Tu parlais de souffrance. Je voudrais quand même toucher un mot par rapport à mon expérience professionnelle aussi. Dans une unité, effectivement, on accueille beaucoup de personnes concernées par le suicide, ayant tenté un geste suicidaire, ayant des idées de suicide, étant en crise. Moi, ce que j'entends énormément, et je crois que ça rejoint pas mal de ce qu'on a dit, c'est le mot abandon. Je m'explique. Chez nous, les psys, on a structuré une psychopathologie autour de la question de l'abandon, de la carence affective au plus jeune âge. On a même créé des catégories diagnostiques où il n'y a pas vraiment de structure, laissée par un grand vide, un manque absolument fondamental et qui se manifeste, j'ai presque envie de dire, au niveau moléculaire. Enfin, c'est poignant de voir des personnes souffrir à ce point. Et la souffrance est bien souvent liée à cette question de l'abandon. Et l'abandon par qui? L'abandon par quoi? Ben, ça commence par papa et maman, par les frères et sœurs, ça commence par l'intimité, ça commence par au plus jeune âge, en fait. Et les carences se développent au plus jeune âge et ont des répercussions massives à l'âge adulte, et pas que. Les pédopsychiatres qui sont ici pour en attester. Donc oui, et quelles que soient les communautés, enfin, encore une fois, c'est vraiment transversal, cette question de l'abandon m'interroge beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller à leur rencontre? Alors, chez nous, ils viennent chercher recours, donc on les aide, on a un petit peu le beau rôle, entre guillemets. Mais comment prévenir ça? Comment arriver à... Voilà, le suicide, c'est une réponse à la douleur. Enfin, il y a beaucoup de théories qui tournent autour de ça, hein. C'est vraiment une question de douleur, et c'est presque une douleur physique. La douleur émotionnelle, je pense que la plupart d'entre vous ici ont ressenti une douleur émotionnelle au cours de leur existence, et certains d'entre nous de façon très très forte. Elle se manifeste de façon physique insupportable. Bon nombre d'entre nous aussi ont traversé des moments suicidaires, et c'est lié à une douleur qui est fondamentale. Donc l'absence, la carence, l'absence de lien social, familial, amoureux, la séparation, l'abandon, j'insiste pas dessus pour rien, se manifeste par quelque chose qui touche à l'être au plus profond de lui-même. Je parle vraiment de molécules. Enfin, c'est de la santé. Ça se manifeste par tout un tas de biais différents. Et bon nombre, enfin,
beaucoup de travail qu'on fait autour, bien sûr, de la prévention du risque suicidaire, la prise en charge du risque suicidaire, c'est la nouer des liens, recréer des liens familiaux. Très souvent, le lien avec la famille, c'est absolument fondamental. Moi, je passe le plus clair de mon temps en psychiatrie. Enfin, en tout cas, l'effet le plus significatif que j'ai dans mon métier de psychiatre, c'est de remettre du lien entre les gens et leur entourage. On passe quasiment tout notre temps à faire ça, à essayer de mettre du lien avec l'entourage. Donc... voilà, je vais m'arrêter là, je pourrais continuer encore longtemps. Peut-être un petit mot quand même, une constatation qu'on a faite pendant l'enquête qui était une épidémie. Tu as parlé d'épidémie. Il y a eu une épidémie pendant ces 2 années. Et bizarrement, ça n'a pas touché les hommes. C'était des jeunes femmes entre 14 et 25 ans, 11 jeunes femmes et filles, qui sont décédées par suicide en quelques mois d'intervalle. Elles étaient toutes Kanaks. Elles n'avaient pas de lien de parenté entre elles. Elles étaient réparties partout en Nouvelle-Calédonie. On n'a pas retrouvé plus de troubles psychiques chez elles que d'autres. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quels étaient les liens? Alors, on a retrouvé un lien entre 2 qui se connaissaient, et effectivement, ça a été vécu comme un facteur déclenchant dans une situation. Et moi, je pense... alors, les réseaux sociaux, c'est un mot qui ne veut rien dire. Les réseaux sociaux ont toujours existé. Mais je connais l'influence un petit peu des nouveaux réseaux sociaux comme caisse de résonance autour de la communication, autour de la détresse, du suicide, de la séparation, de l'identité, tout ce qu'on veut. Et alors, je n'incrimine pas les réseaux sociaux, je n'incrimine pas Facebook ici. Hein. Je dis que peut-être qu'on devrait focaliser un peu d'attention sur cette façon-là de communiquer qu'ont les jeunes entre eux. Parce qu'en perte de repères, dans une société où on communique peut-être un peu moins bien avec ses pairs, on va s'identifier à nos pairs, PAIRS, à travers le réseau social à notre disposition. Donc je crois qu'on devrait payer attention vraiment à ça, et les moyens de prévention devraient aussi utiliser ce moyen-là. Alors en parlant d'abandon ou de communication, ça rejoint une des questions que vous posez sur la parole, hein, parce que vous dites que des jeunes n'arrivent pas à se confier, à en parler, et vous vous adressez à Patrice Gaudin et à Clément Grochin, donc sur cette question de la parole et de pouvoir dire les choses. Patrice Gaudin. Alors, ce qui concerne le problème de la parole, je fais partie des gens qui pensent que, contrairement à ce qu'on dit, tout peut être dit dans la société kanak. Tout, absolument tout. Mais pas à n'importe qui, pas n'importe quand et pas n'importe où. On a parlé de l'oncle maternel, mais il y a quelqu'un qui est très très important dans la structure sociale, en tout cas sur la Grande Terre, c'est la tante paternelle. La tante paternelle, c'est celle à qui on peut tout dire. On peut aller la voir et lui parler de ses chagrins d'amour, parler de problèmes de sexualité, etc. Il y a même des endroits où les rapports entre la tante paternelle et le neveu ou la nièce sont des rapports à plaisanterie, c'est-à-dire à partir du moment, bien entendu, où le contexte s'y prête, il va y avoir des grosses insultes sexuelles de la tante paternelle vis-à-vis de la nièce, de façon à lui permettre de libérer éventuellement la parole dans le contexte qui est là. Effectivement, le problème, c'est qu'à partir du moment où les choses, cette organisation, j'allais dire, locale, extrêmement communautaire, va être disloquée au profit de la famille conjugale, et avec tous les éclatements géographiques dont parlait M. Gonchin, c'est-à-dire le fait qu'on a une tante qui peut être à Bélep, etc., les rapports deviennent assez compliqués, et on voit bien qu'il y a de grosses difficultés de communication. Et là, je pense que le problème, c'est de trouver les moyens de se reconvertir et de reformuler des choses qui existent. Je pense qu'il y a dans la société kanak les moyens de répondre à ces questions-là. Il y a juste une chose que je voudrais rajouter. La socialisation des jeunes, traditionnellement, c'est une socialisation de type générationnel. C'est-à-dire que, passé un certain âge, lorsque l'enfant commence à grandir, on va commencer, lorsque les filles commencent à pouvoir intéresser les garçons,
on va les mettre un peu sous la tutelle des femmes qui vont suivre. Et les garçons ont une socialisation générationnelle. Il y a une formule à Yingen, on dit, mais pas seulement qu'à Yingen, dans tout le Nord, c'est ils sont les bras et les jambes de la communauté. Et avant, ils travaillaient, il y avait tout un travail qui était fait. Alors cette socialisation générationnelle, l'école, puis une série d'autres facteurs, l'a largement cassée. Et en supprimant les fameuses cérémonies dont je vous ai parlé, et toutes les institutions qui aidaient à la socialisation des jeunes. Et de ce fait-là, effectivement, cette socialisation se fait de façon sauvage. Et l'hypothèse donnée par le docteur Goodfellow d'aller regarder ce qui se passe dans effectivement, les réseaux dits sociaux, c'est-à-dire sur Internet, c'est quelque chose de très important. J'en apporterai une sorte de preuve indirecte. J'étais, il y a quelques années, en train de faire un cours sur la parenté avec des jeunes étudiants kanaks à l'université qui me disaient qu'eux, ils ne connaissaient plus tout ça, c'était perdu, etc. Et avec un que je connaissais et qui a accepté de le faire, on a été regarder son compte Facebook. Et sur le compte Facebook, il y avait un paquet d'amis, des centaines d'amis qui étaient là. Et il suffisait de dire, alors lui, c'est qui? Et là, tout d'un coup, il reconstituait le chemin, le lien généalogique. Lui, c'est un cousin, il y a un lien avec mon père, etc. Et en vérité, il était capable d'identifier quasiment, j'allais dire, du point de vue généalogique, les liens qu'il avait à peu près avec tout le monde. Alors qu'officiellement, il ne connaissait plus rien. Mais dans les faits, il pratiquait ces liens de parenté. Et de fait, il y a aussi des liens, je dirais, qui se créent à travers les études, à travers toute une série d'autres facteurs. Et c'est sûr qu'il y a des communautés de ce type-là qui se créent et qui sont sans doute des choses à étudier de très près pour arriver à comprendre ce qui se passe. Le tout, me semble-t-il, c'est quand même de penser à un moment donné une chose qui n'est pas forcément dite, c'est que ces jeunes, il va falloir non pas simplement en faire des objets de préoccupation, mais des acteurs à part entière, de gens avec qui il va falloir parler et qui puissent inventer des solutions aussi. C'est-à-dire, pourquoi on ne leur pose jamais la question en disant, mais voilà, on rencontre ces trucs, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? On va toujours penser à leur place. Et là, c'est vraiment un problème, je dirais, assez global. Plutôt que d'en faire des partenaires et des gens de dialogue, on va avoir tendance à en faire, bon, c'est notre sujet, mais en fait, on ne discute pas avec eux. Et là encore, le travail qui avait été fait par Jeunesse avec le Sénat, avec toutes les imperfections qu'on pouvait donner, mais c'était quelque chose qui aurait mérité d'être discuté, et on voit que c'est toujours pas fait. Clément Grochin, vous voulez peut-être rajouter quelque chose sur cette question de la parole? Parce que, oui, la question de la parole, c'est une question de transmission. On parlait d'organisation intergénérationnelle, la communication, elle est importante. Elle est indispensable. Moi, j'ai constaté, par exemple, dans ma tribu qu'il y a eu un changement un jour où il y a une catégorie de certains âges qui est montée et qui a plus accentué dans les cérémonies coutumières, par exemple, dans les préparations. Il y a eu une génération qui a pris les choses en main et qui a dit, les vieux, vous restez là un peu, nous, on va faire les choses. Pas seulement pour ce qu'on dit qu'on fait dans les maisons, là où les gens font la coutume, dit le sens de la coutume, mais dans l'organisation matérielle même, ils se sont chargés de... Et c'était pas comme ça avant. Aujourd'hui, dans ma tribu, les femmes, les hommes n'appellent plus les jeunes pour faire quelque chose. Les jeunes, ils sont déjà à la tâche, sans qu'on les appelle. Pour dire la parole, que la parole qui a déclenché tout ça, c'est que peut-être il y en a un ou deux qui ont compris la chose et puis qui ont transmis les autres. Et moi, je suis fier d'appartenir à une tribu comme ça, quoi. Mais bon,
les générations avancent. Est-ce qu'il n'y a pas un changement qui peut se faire aussi en sens inverse? Dans la mesure où on connaît bien les jeunes, hein. Chaque fois qu'il y a une génération de jeunes, elle veut démontrer sa place. Elle veut qu'on s'occupe d'elle, elle veut qu'on la prenne en considération. Et là, l'importance de la parole, elle est le passage intergénérationnel de la parole est important. Aujourd'hui, notre société, nous, elle est désorganisée. Les parents ne sont pas là. Les chefs de la tribu, ils travaillent à Nouméa. Chefs de clan. Tous ces gens-là sont dispersés. Et quand on convoque une réunion, par exemple, la moitié de ces personnes ont une raison pour ne pas venir. Soit l'éloignement, soit, je ne sais pas, ils sont occupés à autre chose. Ce qui fait que la parole que l'on peut donner, elle n'est que la parole d'une partie du conseil, par exemple. Et à ce moment-là, elle perd un peu de sa valeur. Mais c'est important. Voilà, je crois que j'ai répondu un peu, hein, mais il y aurait beaucoup de choses à dire sur le problème de la jeunesse kanak et le travail. C'est dommage qu'il y a des personnes du Sénat coutumier qui ont continué le travail, qui ont des administratifs, qui auraient pu donner la suite de ce qu'on avait entrepris en 2010-2015, aujourd'hui à l'orée de 2020, quoi. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été... Le travail de la jeunesse a abouti sur le livre blanc de la jeunesse. Et comme l'a dit M. Gaudin, il est là le livre blanc, mais qui s'en occupe du contenu, qui c'est qui... Voilà, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions? Oui, monsieur, et puis madame après. Allez-y. Bonsoir tout le monde. Avant de vous parler d'un témoignage vécu et mon ressenti concernant le suicide, je voudrais d'abord poser la question au docteur psychiatre, s'il vous plaît. Avez-vous un chiffre exact des élèves collégiens, lycéens, taux de suicide des élèves collégiens et lycéens? Non, malheureusement, j'ai pas de chiffres aussi pas grave, précis. je vais continuer mon intervention. Maintenant, je vais vous faire mon témoignage, comme je vous l'ai cité tout à l'heure. Moi, je suis papa wallisien, marié à une Française. Donc, comme M. Gaudin l'avait dit tout à l'heure, métisse. Ma fille a été victime d'un harcèlement scolaire, 2015-2016. C'est qu'à partir de 2016 que ma fille s'est exprimée. Papa, je ne veux plus aller à l'école. Je dis pourquoi? Parce qu'il y a une petite bande qui me harcelait depuis 2015. Ça, c'est un fait. Depuis ce moment-là, à ce jour, ma fille totalise 68 consultations pédopsychiatres, psychiatres. Vous voyez? Pour ça, c'est une question que voilà. Et je l'ai fait arrêter parce qu'elle avait eu la phobie scolaire, bien sûr, hein, avec son traitement par les psychiatres, comme vous avez appelé tout à l'heure, mais c'est un sujet à débattre concernant votre rôle, votre fonction auprès de ces jeunes, vos interventions auprès de ces jeunes qui ont besoin de l'aide. Vous l'avez cité tout à l'heure, l'infirmière, besoin de parler. Qui suis-je? Ça, ce sont les symptômes que j'ai traversés en 2017, 2018 avec ma fille. Tout ce que vous avez dit, énoncé tout à l'heure durant votre enquête, 7 ans, ben, j'ai vécu ces moments-là. Maintenant, ma question. Actuellement, moi, je suis vice-président de l'UJPE. Nous avons constaté des violences du corps enseignant sur les élèves. Par ces faits, ces élèves victimes des violences des professeurs ont écrit des lettres. Vous voyez, ce sont des signes précurseurs. Pourquoi ils écrivent des lettres? Parce que c'est le mal-être intérieurement de chez eux. Parce qu'ils avaient fait des lettres pour dire, voilà, papa, je m'excuse, j'ai fait des bêtises. M. Grandchien l'avait dit tout à l'heure, la parole. Mais les élèves ont écrit des lettres, vous voyez. Maintenant, ma question et ma demande, s'il vous plaît, Monsieur le Président du Congrès, serait-il possible, je sais que c'est un débat qui mérite d'être
orienter que le corps enseignant ait des notions psychologiques. Pourquoi? Parce que vous avez cité, Monsieur le Président du Congrès tout à l'heure, la commune de Païta et Mont-d'Or, chez les jeunes, si je ne me trompe pas, Monsieur le Président. Voilà. Il y a eu effectivement, il y a eu un suicide au collège Sainte-Marie de Païta. C'est une réalité. Ça, c'est. Mais il y avait aussi un suicide au collège de Coutiot, il y a 2 ans ou 3 ans. Je n'ai pas les chiffres exacts. C'est pour ça que, docteur, je vous ai posé la question. Avez-vous exactement les chiffres concernant les élèves qui se sont suicidés dans les établissements scolaires? Ça, ce sujet, il faut le traiter. Et ça, je me ferai mon combat personnel parce que ma fille a été victime de ce harcèlement scolaire, que le corps enseignant, que la direction des établissements scolaires n'ont rien fait pour ma fille. Vous voyez? En ce moment, et je vais terminer par ça, elle a fait 2 tentatives de suicide. Si moi, tant que parent et mon épouse n'étaient pas H24 avec elle, ben, j'aurais pu, là, le moment où je vous parle, ma fille n'était plus là. Il a failli passer à 2 fois. Donc la 3e fois, ben, on le surveillait H24. Donc le psychiatre qui la suivait, dernièrement, a prescrit un traitement lourd. Vous avez cité les jeunes qui se retrouvent à Nouville, par exemple. Ben, voilà ce traitement, parce qu'elle avait subi un post-traumatique sévère. Voilà. Et moi, on me demande, Monsieur le Président du Congrès, moi j'aimerais bien que le corps enseignant s'imprègne de cet outil. Parce que les problèmes que font remonter les parents d'élèves dans les établissements scolaires, c'est la violence des professeurs envers les élèves et non pas des élèves envers les professeurs. Ça, c'est un sujet qu'il faut traiter. Et je ne vais pas revenir sur les troubles psychiques chez les adultes, les conséquences, les fléaux, armes à feu, drogue, cannabis, ça c'est courant, ça mérite aussi débat. Mais moi, ce soir, moi je vous demande, s'il vous plaît, Monsieur le Président du Congrès, ainsi que les intervenants, si vous pouvez faire quelque chose pour le corps enseignant, que ça cesse, parce que les enfants, il y aura d'autres victimes dans l'avenir si on ne fait rien. On traite ce dossier, mais on va laisser faire la justice faire son travail. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention et votre témoignage. Je ne suis pas sûr que le Président du Congrès ait les réponses concernant le corps enseignant, même s'il ne faut évidemment pas généraliser cette intervention, mais dire un petit mot. Non, pas spécialement, mais on a une douzaine d'élus ici. Là. Voilà. Toutes ces dames-là, là-bas. Voilà. Non, mais on a bien entendu ce que vous avez dit. On a bien entendu. On va voir entre nous ce qu'on peut faire, parce qu'on n'a pas de réponse toute faite ce soir. Hein. Voilà. Merci. Allez-y, vous voulez prendre la parole. Bonsoir tout le monde. Je suis jeune infirmière au CHS, donc ça fait très peu de temps ça fait que 6 mois que je suis en santé mentale, mais j'ai quand même eu l'occasion de faire face à des très jeunes mineurs qui ont tenté de se suicider. Je suis kanak et les chiffres m'interpellent lorsque j'apprends que sur 75 cas, il y a 57% de la population kanak qui se suicide, qui décède par suicide. Ça me fait quelque chose. Et donc moi, je voudrais poser une question. Vous avez déjà apporté quelques réponses, Monsieur Gaudin. Tout à l'heure, vous avez parlé de la relation. La relation, c'est vrai, c'est la base de notre culture. C'est très important dans la culture kanak. Et vous avez aussi dit que la relation, lorsqu'elle est, comme elle est de moins en moins importante et moins prise en compte dans la jeunesse kanak, ça fait un grand impact, ça fait des troubles du comportement dans la jeunesse kanak. Et d'ailleurs, si on fait une photographie de la jeunesse kanak, je ne parle pas de la jeunesse kanak qui est dans le cocon, qui a grandi dans un milieu familial, dans un milieu culturo-familial comme sur les îles, par exemple, comme moi qui a grandi sur les îles. Je parle de la jeunesse kanak qui est éloignée des mœurs et qui vivent dans les quartiers et tout ça. Donc moi, la question que je veux poser, c'est quels outils concrets on peut apporter à la jeunesse kanak, mis à part les structures, les grandes structures comme le Casado ou les structures sociales. Quels autres outils on peut apporter, par exemple dans les familles ou peu importe. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut leur apporter pour revaloriser cette entité qu'est la relation? Parce que, comme vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit que c'était... Le fait que cette relation-là elle soit non prise en compte, ça fait beaucoup de désorganisation. Ça entraîne beaucoup de désorganisation. Donc moi, ma question, c'est quels outils concrets on peut apporter pour cette jeunesse? Merci. Merci. Alors peut-être que chacun
de là où il part, a des outils différents sur lesquels il peut intervenir ou proposer, Dr Goodfellow? Je commence. Alors, si on en croit un petit peu ce qui se passe un petit peu partout, je parle en tout cas pour ma part en santé mentale et en psychiatrie, le sujet est universellement tabou. Parler des troubles psychiques, parler de suicide, c'est universellement, enfin c'est partout, vraiment partout, dans toutes les cultures du monde, quelque chose d'extrêmement tabou et du coup méconnu, complètement méconnu. Alors, moi, j'ai pas de recette toute faite pour décoincer la parole entre les membres d'une certaine famille, ni encore moins quels seraient les liens privilégiés. Par exemple, M. Gaudin parlait du lien avec la tante, par exemple, tante maternelle, l'oncle utérin. Alors, je crois que d'une façon générale, donner plus d'informations sur qu'est-ce que c'est la santé mentale d'une façon générale à la population et expliquer aussi que c'est peut-être une des spécialités où on a les effets les meilleurs. Enfin, on fait des choses qui fonctionnent. Alors c'est sûr que nous, en psychiatrie, on se concentre, quand on est professionnel, ce qui occupe la plupart de notre esprit, c'est les cas les plus difficiles, les cas où vraiment on passe du temps. Mais on oublie à quel point, en fait, il y a beaucoup de situations qui se résolvent assez simplement avec de l'information, avec une réunion de famille, avec l'explication sur à quoi ça sert un médicament, qu'est-ce que c'est qu'une dépression, comment on en sort, qu'est-ce que c'est les stratégies, qu'est-ce que c'est qu'une psychologue, qu'est-ce que c'est qu'une assistante sociale, qu'est-ce que c'est qu'un infirmier en psychiatrie, qu'est-ce que c'est qu'un médecin généraliste, comment il peut aider. C'est OK de parler de suicide. Ça, c'est un message de l'Association internationale de prévention du suicide dont je fais partie. C'est OK de parler du suicide. On peut parler du suicide, c'est OK. Même quand ça nous concerne, il faut briser le silence. Ça, c'est clairement un outil. Encourager ça, et informer le plus possible la population générale et peut-être un peu insister sur certaines populations, entre guillemets, à risque sur un plan politique. Ça fait partie des recommandations que j'avais faites pour la prévention du suicide dans le rapport. Mais voilà, ça c'est les premiers éléments qui me viennent. Informer, voilà, et dire que c'est OK d'en parler. Patrice Gaudin, d'autres outils? Oui, alors sur le tabou du suicide, juste une petite chose, c'est tabou pour qui? Je ne suis pas sûr que si je vais voir ma tante paternelle, elle va me dire on ne me parle pas de ça, c'est tabou. Je pense qu'elle va m'écouter. Le problème, c'est qu'à partir du moment où je suis parti pour me suicider, il est bien entendu que je suis en train de couper les liens les uns derrière les autres et que, d'une certaine manière, je vais m'enfermer dans cette espèce d'interdit. Je ne suis pas sûr que ce soit un interdit social à ce point-là. Je pense que surtout, c'est qu'à partir du moment où on a décidé de se suicider, on coupe toutes les relations. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors après, de pouvoir parler de son malaise, ça, c'est autre chose, et des malaises qu'on peut avoir. Je crois qu'il y a tout un travail de réflexion à avoir collectif autour effectivement je vous l'ai dit, de ce que ça veut dire faire société. Voilà, c'est un vrai problème. Alors, comme je ne veux pas donner de leçons de morale, etc., ni rentrer dans des débats politiques sans fin, même si j'ai ma petite idée là-dessus, je vais vous raconter une petite anecdote, juste comme ça, mais qui me permet de comprendre comment peut se créer le début d'une fracture. Nous sommes avec une enfant, et sa maman, Canac, est avec elle, et on lui pose la question, elle pose sa question à sa maman, est-ce que je ne sais plus quoi? Et la maman répond en haussant les sourcils pour dire oui, comme on le fait souvent. Et là, la petite fille dit, il ne faut pas faire ça, maman. Ah bon? Et pourquoi il ne faut pas faire ça? C'est les ânes qui font ça. Ah bon? Oui, quand on est à l'école, s'il y a notre petite fille une petite fille, un petit garçon dans la classe qui pose une question, la maîtresse pose une question et il hausse les sourcils, la maîtresse fait « Qui c'est qui fait comme ça ?» Et là, tout le monde en chœur dit « C'est les ânes !» etc. Bon, les parents, bien entendu, leur sang ne fait qu'un tour et ils s'en vont.
voir la maîtresse qui ne veut rien entendre. Et donc, à ce moment-là, ils vont voir la directrice qu'ils ont la chance de connaître et qui dit « Oui, c'est quand même un peu un problème. » Parce que l'air de rien, c'est le début d'une fêlure. C'est-à-dire que quelque part, c'est un jugement qui risque à un moment donné de déprécier les parents vis-à-vis de l'enfant. Il y a un petit problème. Donc, on y va et ils vont discuter. Et tout se passe bien, finalement. La directrice obtient... Et puis, déménagement en brousse, quelque part dans le Nord. Et là, une autre maîtresse, super maîtresse, indépendantiste kanak, engagée dans un syndicat, quelqu'un en béton. Et le premier jour arrive, et à un moment donné, il y a un enfant qui hausse les sourcils, et la maîtresse qui dit « Qui c'est qui fait comme ça ?» Et tout le monde de s'éclater, c'est les ânes. Voilà. Ce jour-là, on voit bien qu'il y a... Les deux maîtresses ont peut-être eu les mêmes formateurs, ou peut-être eu les mêmes indications, mais quelque chose du début, de l'ombre d'un début d'un échec scolaire est en train de se constituer. Quelque chose de fracture socioculturelle est en train de se constituer. C'est rien, c'est infime. Mais si on ajoute ça bout à bout, ça pose un certain nombre de problèmes. La prise en compte réellement de la réalité socioculturelle, elle ne passe pas simplement dans le fait d'enseigner aux gens comment on construit une case ou qu'est-ce que c'est que ça. Elle pense déjà sur les modes de sociabilité et la possibilité de prendre ces modes de sociabilité en compte. Voilà, je pense que le jour où on sera capable de réfléchir réellement et d'échanger sur ces choses-là, ces questions qui sont effectivement les questions de solidarité sociale, puisque moi je sais ce dont je peux parler, alors pourront se poser de façon un peu différente. Oui, madame, monsieur et madame après. Bonsoir. Moi, je vais juste intervenir sur plusieurs points. La première, c'est votre enquête en 2018 qui disait qu'il y avait 14% en province des îles au niveau des suicides, 12% en province nord et 15% en province sud. Moi, ce qui m'interpelle, c'était par rapport à... J'ai retrouvé, c'était 2018. Mais ce que je voudrais dire, c'est que on parle beaucoup des jeunes qui se suicident au niveau kanak. Moi, j'ai une pensée pour l'ensemble des jeunes, de l'ensemble des jeunes calédoniens qui se suicident. Le seul témoignage que je vais amener, c'est ma fille qui était à un lycée et qui a eu un camarade qui s'est suicidé. C'était pas un kanak, c'était un calédonien. Et 16-17 ans. Le choc que ça a fait à toute la classe, parce qu'un jeune qui tombe, qui va se suicider parce qu'il était monté sur une tour et qui se jette dans le vide, c'est tous les jeunes derrière qui ont eu ce choc, mais qui n'ont pas eu de suivi. Et ça, moi, par contre, aujourd'hui, en tant qu'élu, c'est là-dessus que je pense qu'il faut qu'on travaille. Parce que la classe, ils n'ont pas eu, le proviseur ne les a pas convoqués pour leur expliquer le geste, il n'y a pas eu de suivi. Et je pense qu'on est à côté de quelque chose. La deuxième chose aussi que je voudrais dire sur le suicide, et c'est pour ça que je voulais venir et écouter les témoignages, vous écouter pour essayer d'avancer sur le sujet, c'est on travaille sur le plan d'Occamo, Claude Gambé est là, justement pour essayer de trouver des solutions. Moi, je suis tout à fait d'accord avec l'infirmière qui est partie sur le fait qu'il y a un problème de la jeunesse. Alors là, ce soir, on parle beaucoup kanak, mais moi je dis que c'est la jeunesse en général. La jeunesse calédonienne, elle n'a pas de couleur, elle a un problème, elle a un malaise, c'est certain. Et quand il se suicide, c'est pas une ethnie, c'est un jeune calédonien qui perd la vie. Mais je pense que nous, ce qu'on a besoin, et je pense que mes collègues penseront la même chose, on a aussi besoin de vous. Vous avez fait un constat, c'est bien. Il y a des chiffres, c'est bien. Mais c'est quoi les propositions, les solutions ? Pour vous aider, nous, on a besoin aussi que vous nous proposez des solutions. Moi, j'ai entendu M. Crochin, et vraiment, ça m'a touché ce que vous avez dit. Et ça me touche parce que je sais que ce que vous vivez, j'ai autour de moi des personnes qui le vivent aussi. C'est-à-dire que c'est vrai que la coutume aujourd'hui, que vous soyez kanak, que vous soyez vanuatais, que vous soyez wallisien, elle se perd dans toutes les communautés. Donc ça parle. Mais maintenant, le constat, il est fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de là ? Et je terminerai juste pour dire que moi, j'ai 3 métisses.
Et ensuite, c'est l'éducation qu'on donne à nos enfants. Moi, mes 3 métis, je leur ai appris les 2 cultures, dans le respect. Et je pense qu'aussi, on a un rôle des parents à pouvoir faire en sorte d'aider nos enfants. Donc des fois, c'est pas évident. J'entends votre témoignage, monsieur. Je sais que aussi les parents ont besoin d'un accompagnement et on est en manque sur ça. Donc moi, j'attends ce soir, éventuellement, des propositions. Merci. Merci. On va prendre une autre intervention. Après, il y aura madame et puis quelqu'un au fond. Il faudra porter un micro, monsieur qui est tout au fond là-bas. Bonsoir, Hugo Rudy, moi je suis pédopsychiatre, je travaille au Casado. Donc c'est le centre de soins pour adolescents du CHS qui est territorial. Moi je voulais parler effectivement des différents niveaux de prévention qui ont été abordés, je pense, par chacun d'entre vous ce soir. Et parce qu'on a l'habitude de parler de prévention primaire, de prévention secondaire, de prévention tertiaire. Nous, c'est vrai que les psychiatres, pédopsychiatres, il y a 2 choses. Malheureusement, parfois, la plupart du temps, ces jeunes qui se suicident, on les a pas vus. On les voit pas. On les a pas vus. Nous, ceux qu'on voit, bon, il y en a qui se suicident, mais ça reste assez rare. Mais nous, on arrive en bout de course de quelque chose. Dr Goodfellow a parlé d'abandon, on peut parler d'échec, on peut parler de rupture. On arrive au bout d'une chaîne où il y a une succession de choses qui ont été manquées. Ça peut être au niveau scolaire, ça peut être des ruptures familiales, ça peut être une mauvaise orientation, ça peut être des violences aussi, parce que qu'elles soient intrafamiliales, des violences sexuelles, etc. Et on voit qu'il y a une succession de choses et où des leviers de protection n'ont pas agi forcément. Le levier de protection, le premier levier de protection, c'est la famille, c'est les personnes ressources, l'oncle utérin, etc. Mais enfin, la famille de façon générale. Et après, si jamais il y a un échec de ça, il y a aussi les services sociaux, éducatifs, l'assistante sociale, les infirmiers scolaires. Et je rejoins ma collègue Evelyne, qui est partie, sur le fait qu'à l'heure actuelle, on déshabille beaucoup les services sociaux, éducatifs, les infirmeries scolaires, les assistantes de services, les assistantes sociales scolaires, les éducateurs de milieu ouvert, les éducateurs de prévention, etc. Et tout ça, c'est quand même des facteurs de protection, en tout cas, qui permettent que les choses n'en arrivent pas jusqu'au point où cet adolescent ou ce jeune adulte a besoin de voir un psychiatre. Après, le dernier point, après je m'arrête là, c'est sur la prévention tertiaire. La prévention tertiaire, c'est un peu... Il y a 2 choses. C'est 1, éviter la contamination. Quand il y a un suicide, ici, on le voit, nous, il y a un impact communautaire qui est extrêmement élevé. C'est-à-dire, on voit tout de suite arriver des demandes pour des jeunes qui sont dans la classe de cet adolescent, ou qui le connaissent, ou qui le connaissaient, ou qui en ont entendu parler. Et ça a un impact très fort sur la communauté. Et ça, je suis désolé, mais on le traite. On nous sollicite assez souvent. Et ces jeunes qui sont dans la classe 2 ou qui connaissaient, on essaye de les voir. Et puis, donc c'est prévenir la contamination. Et puis après, il y a aussi prévenir la récidive. Parce qu'on sait qu'un des gros facteurs de risque d'un suicide, c'est d'avoir fait des tentatives de suicide avant. Il y a 10% de récidive dans l'année. Il y a 1% de mortalité. Chez les gens qui ont fait une tentative de suicide, dans l'année qui suit, il y en a 1% qui sont morts. De toute cause. Ça peut être un accident de la route, ça peut être une intoxication, ça peut être un suicide. Et ça, là-dessus, on est très démunis. J'ai vu, pas plus tard qu'aujourd'hui, une jeune gamine, une adolescente, elle a avalé de l'eau de Javel, elle a passé quelques heures aux urgences. C'est un geste suicidaire. Elle a passé quelques heures aux urgences du Médipo, elle est ressortie. Parce qu'on n'a pas les moyens d'hospitaliser ces ados, on n'a pas d'unité d'hospitalisation dédiée à l'heure actuelle, encore en 2020, en Calédonie. Donc il y a beaucoup de choses encore à faire et à construire, je pense. Ce qui ne remplacera pas tous les leviers précédents dont ont parlé chacun des intervenants, et chacun a son rôle à jouer dans la prévention avant qu'on en arrive là. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Je ne vous ai pas oublié, madame, mais le micro est... Ah, vous avez un micro devant vous. Allez-y. Bonsoir, je m'appelle Dominique Bégaud, je suis la directrice du Centre communal d'action sociale de la ville du Mont-d'Or. Donc on a parlé du Mont-d'Or, Mont-d'Or et Païta, et je pense que c'est 2 communes qui ont pris à bras-le-corps la problématique du suicide. Benjamin en est témoin parce qu'il nous a accompagnés.
On est la seule commune à avoir une cellule de post-vention, justement, au moment où un acte suicidaire a été mis en place. Il y a des choses quand même qui ont été faites sur la santé mentale depuis 2 ans. Je trouve qu'un certain nombre d'acteurs ont été formés. Donc, je pense que vous demandiez, Monsieur Wamitan, où on en était. Je crois qu'on avance à petits pas. Vous disiez qu'on n'a pas célébré la journée internationale du suicide. Donc à Païta et au Mont d'Or, on l'a fait une fois. Il faut savoir que tous les ans, au mois de septembre, en tous les cas, sur notre commune, on fait des théâtres-forums. On en a fait, effectivement, qui parlaient clairement du suicide et cette année sur le cyberharcèlement. Donc on essaye de travailler au bien-être et à la santé mentale. Il y a un certain nombre d'acteurs qui ont été formés parce qu'il y a la formation aussi. Quand on disait parler du suicide, c'est OK. En tous les cas, dans notre centre d'action sociale, nos travailleurs sociaux ont été formés et on ose aujourd'hui demander à quelqu'un qu'on ne sent pas bien s'il a eu des idées suicidaires. Les gens nous répondent. Les gens nous disent oui. Mais c'est vrai que si on n'est pas formé, une fois que la personne nous a dit oui, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Aujourd'hui, on est formé à savoir où est-ce qu'ils en sont, s'ils sont dans le rouge, où est-ce qu'ils en sont, et on peut désamorcer les choses. Je crois qu'effectivement, il faut continuer à former, mais il faut aussi, à mon sens, protocoliser les choses. Parce que notre cellule post-vention, elle est un peu faite de briques et de brocs. On a le médecin-chef du dispensaire, on a l'assistante sociale du collège, on a nos travailleurs sociaux, on a une psychologue du PEPS. Mais quand ces gens-là, c'est sur leur temps personnel qu'ils le prennent, rien n'est formalisé. Donc on essaye de faire ce qu'on peut, mais avec nos petits moyens. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses qui ont avancé, il faut quand même le dire. Mais je pense qu'il faut effectivement continuer et qu'on ait des vrais protocoles pour tout ça. Merci. On va prendre une question au fond, s'il vous plaît. Vous pouvez vous lever. Bon, merci. Bonsoir. En fait, moi, j'ai une interrogation que je me pose, et des pistes de réflexion pour les élus et certaines personnes coutumières. Je pense qu'aujourd'hui, la société kanak, si elle est malade, ou les jeunesses acadiennes, elle est malade, elle devrait plus faire appel au pouvoir religieux ou imbriquer, créer des cellules d'accompagnement dans les lycées et les collèges, tout ça, pour accompagner la jeunesse vers faire des cellules d'écoute, des journées démocratiques où ils parlent de la schizophrénie, de toutes les maladies psychologiques, tout ça. Faire plus de prévention dans les établissements publics, créer des passerelles entre les instances coutumières et religieuses pour favoriser le bien-être social de l'enfant en général, dans les lycées ou les universités, partout. Je pense que la non-violence, elle n'est pas assez enseignée dans les écoles françaises, générales et calédoniennes et tout. Parce que la tolérance est la clé d'une société prospère, harmonieuse. En fait, il faut enseigner l'enseignement de la non-violence dès le départ, au primaire, avec des enseignements bibliques ou religieux, pour qu'il y ait une imbrication. Le jeune, ça éveille la conscience du jeune au niveau émotionnel et la conscience que sa vie est précieuse et qu'il ne pourra pas passer à l'acte par la suite et tout ça. En fait, il faut jouer surtout sur le psychologique dès la jeunesse, dès le plus jeune enfant, de la maternelle jusqu'à l'université. En fait, la base de tout, c'est la violence. Il faudra déjà dès à présent enseigner dès dans les écoles publiques, maternelles, jusqu'au lycée, à l'université, la non-violence. Parce que voilà, je pense que c'est ça là. Merci, Dr Goodfellow. Oui, je voudrais apporter mon vif soutien à ce qui vient d'être dit. Je crois qu'il n'y a pas de prévention suicide en Nouvelle-Calédonie sans passer par les institutions religieuses et coutumières, bien évidemment. Mais j'ai pu participer à des je ne sais pas comment appeler ça, oui, des séminaires, des conférences où on m'a invité chez les religieux. J'ai un très beau souvenir de Rho à Marais en compagnie de Claude Gambé. C'était vraiment un moment très intense et d'ailleurs ces moments-là sont des moments très intenses. Enfin, j'ai vécu presque la transe religieuse. Mais il y a quelque chose de l'ordre vraiment d'une prise de possession du problème et on sent un vif intérêt pour cette question-là. Et je pense que oui, le milieu religieux est très, on va dire, moralement impliqué dans cette question-là et veut prendre à bras le corps, soif de connaissance. Il y avait vraiment une grosse participation de la communauté. Donc je crois que oui, j'encourage, je soutiens vivement ce qui vient d'être dit. Oui, madame. Oui, bonsoir. Je voudrais apporter mon témoignage en tant que maman, puisque j'ai perdu mon fils qui avait 16 ans, donc qui s'est suicidé.
Et donc, quand on regarde les statistiques, c'est vrai que je n'ai pas retrouvé, bon, peut-être que je ne suis pas objective parce que je parle en tant que maman, je n'ai pas retrouvé de facteurs de risque tels qu'ils ont été décrits. Juste être face à un adolescent qui vit sa crise d'adolescence, face à laquelle, en tant que parent, on est démuni, on ne sait pas quoi faire, on voit bien qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et quand on s'adresse aux structures comme Casado, etc., la réponse a été, pour moi en tout cas, il faut qu'il ait une demande. Sauf que la demande, elle n'est pas exprimée. Nous, en tant que parents, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ce n'est pas le jeune qui va vouloir dire, quand je lui ai proposé, on va aller voir une psychologue pour parler. Non, c'était un rejet de tout. Donc ma question, c'est pourquoi on structure les choses. C'est vrai que c'est très hospitalier quand même, Casado. Enfin, dans ma représentation en tant que maman, je suis professionnelle de santé, donc je connais la structure aussi. Mais je trouve qu'il n'y a pas d'assez de pôles d'adolescents, parce que les associations, elles ont leur rôle aussi pour nous aider en tant que parents, pour partager avec les autres parents les difficultés qu'on peut rencontrer par rapport à certaines choses. Évidemment, ce sera des paroles de parents, mais c'est aussi important pour nous. Donc pourquoi ne pas créer des structures où il y a à la fois des associations, des professionnels, tout ce monde-là qui pourrait travailler autour de l'adolescence et surtout nous apporter, nous guider, nous en tant que parents, quand on traverse des périodes difficiles et pour lesquelles on n'a pas forcément de solution et pour lesquelles nos enfants ne veulent pas les solutions qu'on peut leur proposer. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Docteur Goodfellow, proposition que vous notez? Oui, bien sûr. Merci de votre témoignage. Il y a quand même un point aussi dont je n'ai pas parlé, qui est l'absence de signes précurseurs, particulièrement chez les jeunes. On a cherché, on a même cherché des signes d'impulsivité. Parce qu'il y a, cette imprévisibilité nous fait dire qu'il y a une impulsivité, il y a quelque chose ouais, c'est assez angoissant en fait. Et c'est vrai que là, pourtant, voilà, c'est une enquête qui est, comme j'ai dit, qui émane d'instances internationales, enfin, d'un savoir scientifique supervisé par une université australienne. D'ailleurs, je ne l'ai pas souligné. Mais voilà, on avait des grands corps, puis voilà, j'ai monté un petit peu le questionnaire aussi en collaboration avec des spécialistes locaux, demandé des avis à droite et à gauche. C'est un problème et ça appelle beaucoup d'efforts de recherche. Alors la recherche, ça coûte très cher. On a 75 cas, ça a duré 2 ans. Enfin, sur une période de 2 ans, l'enquête a duré 7 ans. Ça coûte extrêmement cher pour comprendre, pour aller chercher de l'avant les informations. Je suis persuadé qu'il faut aller de l'avant, chercher davantage de signes avant-coureurs, des signes d'alerte, etc. Et pour répondre à la partie quoi faire, moi je suis entièrement d'accord avec vous. Enfin, moi, on m'a toujours appris que la santé mentale, je parle juste de la santé mentale, on ne peut pas la faire tout seul. Nous, psy, c'est juste pas possible. On ne peut pas, la psychiatrie, faire de la santé mentale. Ça n'existe pas. La majorité du travail doit être faite en communauté, par des partenaires. Nous, on doit être partenaires. Et la prévention du suicide, c'est encore plus vrai parce que là, on touche, en plus de surcroît en Nouvelle-Calédonie, à des questions qui dépassent largement la question de la santé mentale, qui touchent tout. Donc oui, je crois qu'il faut aller dans ce sens, de créer des réseaux. Je suis peut-être moins d'accord sur le terme de structure, ça m'angoisse un peu les structures, mais les réseaux, par contre, je trouve que c'est très performant. Ça marche bien en Nouvelle-Calédonie. Le bouche à oreille, tu connais un tel, machin, on décroche le téléphone. Les réseaux de postvention dont on a parlé fonctionnent beaucoup là-dessus aussi. Voilà, un petit peu le commentaire, mais je comprends ce que votre désarroi et le fait de se sentir désarmé est un sentiment partagé par de nombreuses personnes ayant perdu des gens par suicide. Ce que vous dites résonne beaucoup avec ce qu'on a entendu pendant notre enquête. Et voilà. Notre enquête a été aussi une occasion de parler de ça. Et ça a servi... On espère aussi une action, c'est un peu ce que fait l'OMS, la recherche-action. On va poser des questions, on soulève des interrogations et les familles s'y engagent. Donc je crois qu'il y a vraiment une mobilisation, et en particulier dans la communauté kanak, mais dans toutes les communautés du territoire. Enfin, on a des données transculturelles d'une valeur inestimable. Donc les gens, les familles sont prêtes à aider, sont prêtes à se mobiliser. Donc il y a vraiment beaucoup de motivation. Donc peut-être effectivement
il faut organiser un peu les choses en fonction de recommandations particulières, appuyer sur certaines choses qui marchent ici. J'insiste sur le fait que ça doit marcher ici, parce qu'on ne peut pas faire la même chose qu'ailleurs, en Australie ou en France. Merci. Une intervention ici, et puis après, Madame Lava et Monsieur. Bonsoir, je m'appelle Nadine Jalabert, je suis élue donc, à la province sud et au Congrès en charge des droits de la femme et de la famille, sujet d'actualité là ce soir. C'est une charge très lourde. Je voulais vous parler effectivement de la position. Vous avez parlé d'opérationnel. Enfin, Mayalène, donc j'étais sage-femme au Medipôle pendant 22 ans. Donc tout ça, effectivement, c'est des sujets qui me touchent, qui m'ont touchée de près. Et maintenant que je suis élue, eh bien, l'opérationnel, c'est compliqué. L'opérationnel, c'est compliqué parce que la province donc est un outil, le Congrès en est un autre, législatif. Il faut que les élus aient des données de terrain. Et c'est bien que ces rendez-vous du Congrès soient organisés pour que, justement, il y ait des débats autour de cela avec des professionnels comme M. Goodfellow, une vision plus sociologique avec M. Gaudin et plus culturelle avec M. Groschin. On est tous, vous avez tous utilisé, en tout cas, relevé les uns et les autres des éléments importants. On est tous acteurs, on ne peut pas être seul dans la prévention, parce que là, moi, je pratique au niveau local, puisque je suis conseillère municipale au Mont-d'Or, et je remercie Dominique Bégaud d'avoir témoigné. En 2014, quand j'ai commencé le mandat d'élu local, je me suis demandé comment est-ce qu'on pouvait mettre en place une action au niveau prévention violence intrafamiliale. Donc on a commencé par organiser la journée ONU dédiée le 25 novembre et d'agréger autour de cette journée des associations qui sont déjà dans ce combat-là, comme Femmes et Violences Conjugales, comme SOS Écoute, comme l'Union des femmes francophones d'Océanie, avec qui on a monté le refuge du Mont-d'Or, le CCAS, le comité promotion santé sexuelle, puisque là, on parle aussi de santé mentale, et c'est capital. Donc c'est aborder l'individu par comment on se construit. Mais c'est exactement ce que donc, votre collègue infirmière nous a expliqué. Et on retrouve au moins un trouble psychique chez 62% des suicidés. Donc c'est bien la construction de l'individu. Comment est-ce qu'on apporte des outils à des jeunes parce que tout le monde n'est pas non plus déstructuré, mais en tout cas, cette partie-là, il faut pouvoir proposer des interlocuteurs, non pas les plus nombreux possibles, mais en tout cas qui soient experts. Je m'explique, c'est-à-dire que ces associations-là, ça fait 7 ans maintenant qu'on organise cette journée, mais en amont, il faut absolument que les établissements scolaires, et c'est le travail qu'on a fait auprès des 5 établissements de la commune, du secondaire, c'est d'identifier la mairie, les services de prévention, comme étant aussi des partenaires. Et nous, on essaie de mettre en lien les associations dédiées, parce qu'il faut aussi utiliser ce qui existe. Vous savez qu'on est dans des contraintes budgétaires, on dit on ne peut rien faire parce qu'on n'a pas d'argent. Bah si, on peut faire des choses. Si vous avez des gens experts qui donc peuvent apporter une information, une aide à ces jeunes et faire du lien entre le corps enseignant, vous avez parlé, monsieur, de votre fille, le cyberharcèlement, c'est une vraie réalité. Le harcèlement, c'est vraiment une réalité. Donc, dire que nous, au niveau mairie, donc au niveau local, on peut faire du lien entre les institutions scolaires, le monde associatif, parce que comme monsieur Gaudin l'a dit, le lien associatif, essayer de mettre en lien toutes ces personnes qui, les unes aux autres, peuvent être des personnes ressources, eh bien, c'est important. Voilà. Donc la mairie s'est impliquée et à côté de cela, eh bien, la réponse du corps enseignant a été très positive. En tout cas, ils nous ont demandé de continuer. Ils ont été très, très enthousiastes à cette proposition. Donc il y a eu 3 établissements dans un premier temps, et puis maintenant, les 5 établissements de la commune sont dans la boucle. Mais bon, ça demandait 6 ans, et puis beaucoup de bénévolat. Beaucoup de temps passé
le montage du refuge avec des bénévoles formés beaucoup de temps. Donc à notre niveau, voilà, au niveau local, bénévolat, on peut, en ciblant bien les objectifs, c'est-à-dire la prévention primaire, faire en sorte que les jeunes identifient des personnes ressources en dehors, s'agissant des violences intrafamiliales, qui sont le terreau souvent de construction d'un individu bancal et qui peut ensuite, de là peut découler quelque chose de plus pathologique. Voilà. Merci. Merci bien. Il y avait une autre intervention, je crois que c'était Mme Thieoué. Je peux ici. Merci, Monsieur le Président. Enfin, moi, je vais juste intervenir en tant que présidente de la Commission de la Santé. Je veux aussi, je regarde le monsieur qui est intervenu tout à l'heure en parlant de sa fille. Et je pense que c'est la Commission de la Santé, puisque nous avons eu à recevoir du gouvernement une proposition de venir présenter ici au Congrès les travaux du START que nous ferons d'ici 3 à 4 semaines. Et parce qu'il faut amener aussi des éléments, peut-être pas de réponse, mais des éléments pour pouvoir justement faire en sorte que ce problème soit aussi, soit aussi pris en charge quelque part. Moi, je veux aussi remercier les intervenants parce qu'on aura peut-être besoin de vous aussi avec ces travaux que nous allons faire ici. Et je veux rassurer, parce qu'on a l'impression que ça va être un chape de plomb, là. On est dans le catastrophisme, mais il y a quand même de l'espoir, parce qu'il faut valoriser les jeunes qui réussissent. C'est peut-être ça aussi, des réponses, pas seulement de soins, mais ceux qui réussissent chez nous. Moi, je parle des Kanaks, puisqu'ici, c'est eux qui sont pointés. Et c'est peut-être ça qu'il faut qu'on valorise aussi dans nos interventions, autant là où il y a des structures, mais chez nous aussi, à la maison, dans les tribus. Parce que c'est comme ça aussi qu'on peut prendre en charge les jeunes de chez nous. Donc, monsieur, et puis nous avons un congrès des jeunes ici au congrès. C'est dommage que c'était sa dernière session il y a un week-end de ça, mais nous pensons travailler aussi peut-être avec les présidents des commissions, s'ils sont sur la santé ou la jeunesse, de les inviter aussi, parce qu'il faut les écouter pour pouvoir proposer des pistes, parce qu'on ne peut pas discuter de ça sans qu'il y ait quelque chose au bout. Donc nous, en commission de la santé au Congrès, on s'y engage à faire quelque chose pour donner déjà, peut-être pas des réponses, mais y réfléchir. Merci.